France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est vendredi, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes en pleine forme et c'est parti pour le grand forum en ce vendredi jusque 18h. Avec nous évidemment aujourd'hui, il est là d'ailleurs tous les vendredis sur France Maghreb 2, je nomme Monsieur Farid Tabsamani. Bonjour mon Farid. Salut Christophe, salut à tous. Comment Merci. ça va mon Farid ? Écoute, ça va, on court mais ça va. Plein de choses à évoquer aujourd'hui. On parlera de Mélenchon qui a fait un hold-up à la France Insoumise, puisqu'il a annoncé, tu le sais, sa candidature à la présidentielle. Il était l'invité assez exceptionnel hier de BFM TV où il a dénoncé la haine anti-musulman qui est pratiquée en ce moment dans ce pays. Du coup, la question un peu provocatrice, je l'accorde, peut-on faire du neuf avec du vieux ? Et vous êtes 58% à dire oui pour l'instant. Donc peut-être que Mélenchon pourrait se distinguer avec celui qui est en train d'étrangler le pays, à savoir le président en place, et puis Marine Le Pen qui a aucun programme économique, puisque c'est vers cela vers quoi on se tend pour cette élection 2022. Peut-être qu'il peut être aussi le candidat, j'allais dire un peu surprise. Bon, franchement, je suis un peu dubitatif pour le coup, mais on tâchera d'en parler tout à l'heure avec vous, bien entendu. On parlera aussi de ces accords historiques, signés, je ne sais pas s'ils sont historiques, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mon cher Farid. C'est le feu pour l'instant, donc accord trouvé pour l'instant, donc pour la fin provisoirement, et on l'espère durablement, de cet affrontement entre ces deux pays, et évidemment en ligne de mire, le Haut-Karabakh. On parlera aussi, parce que c'est un triste anniversaire aujourd'hui, mon cher Farid, c'est des attentats du 13 novembre à Paris, 130 morts, le Bataclan, le Stade de France, les bars parisiens. On se souvient de cette soirée d'horreur ce vendredi, oui, c'était un vendredi d'ailleurs, 13 novembre en 2015, il y a tout pile 5 ans. Aujourd'hui avec nous, il est de Mantes-la-Jolie. Tu connais bien cette ville, mon cher Farid. La belle histoire. Comment ça va, la belle histoire ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Farid, salut Christophe. Hello. Ouais, comment ça va, la belle histoire ? Ça va. On essaye, pendant ces temps de confinement un peu prolongés, de faire durer le plaisir, c'est-à-dire le plaisir d'écrire et le plaisir de vous faire plaisir. Et oui, en fin d'émission, tu tâcheras de nous faire plaisir, j'en suis sûr, avec ta chronique synthèse de l'émission. Bien entendu, avec, pour l'heure et pour commencer, en attendant Monsieur Tarek Mami, parce que le vendredi aussi c'est Mami, eh bien, un petit quiz, les amis. Une petite question en rapport avec le 13 novembre, évidemment, et les événements qui s'y sont déroulés. Première question, mon cher Farid, oui. Mon cher La Belle Histoire, on est en 1918, la République est proclamée dans quel pays Russie. Européen ? Non, ce n'est pas la Russie. Ah pardon, 13 novembre 1918 ? 1918. La République est proclamée dans quel pays ? Non, ce n'est pas l'Allemagne, mais c'est pas loin. L'Autriche. L'Autriche est une bonne réponse. Oui, exact. L'Autriche. Bonne réponse, La Belle Histoire. Bravo. Qui est élu chef du gouvernement provisoire par l'Assemblée constituante en 1945 en France ? Général de Gaulle. De Gaulle, oui. Exactement, bonne réponse. Qui prend le pouvoir en Syrie en étant 1970 ? Assad père. Assad père, Hafez el-Assad est une bonne réponse. Bravo. Qui devient le premier pilote allemand sacré champion Schumacher. du monde de Formule 1 en 1994 ? Michael Schumacher. Qui a des nouvelles d'ailleurs de Schumacher ? On ne sait pas dans quel état de santé il se trouve là. Je sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est le recordman des titres mondiaux, si je dis pas de bêtises, et qui va être rejoint ce week-end par Lewis Hamilton. Ah oui. Vous suivez la Formule 1, vous êtes des fans ou pas, les gars ? Enfin, moi, fan, je dirais pas fan, mais je me souviens que dans ma jeunesse, il m'est arrivé de regarder un peu la Formule 1, oui. Ouais. Je suis un petit peu comme Farid, ouais. J'ai plutôt été fan de l'époque Nigel Mansell, Ayrton Senna. Ouais. Ouais, bah oui, le grand Ayrton Senna. Ouais. Je cherche un imitateur maintenant, un imitateur français mort en 1986, les amis. Thierry Le Luron est une bonne réponse collégiale. Très peu de gens, que la nouvelle génération ne le connaît absolument pas.
et qu'il faut absolument voir ou revoir, effectivement, parce que c'est extraordinaire. Et enfin, je cherche un ancien coureur cycliste français mort en 2019, récemment. Raymond Poulidor. Raymond Poulidor, effectivement, est une bonne réponse. Raymond Poulidor qui a été, il était qualifié comment d'ailleurs l'éternel second, voilà. Raymond Poulidor, sacrée carrière quand même. Ouais. Il n'a pas eu de chance. Tout à l'heure, nous irons du côté de l'île Saint-Denis. Vous savez ce qui s'y passe du côté de l'île Saint-Denis ? J'ai vu que le maire en fait a subi des agressions sur son portail. Voilà, c'est ça, des trucs nazis, je crois, ou racistes, quelque chose comme ça. Oui, racistes, absolument. D'ailleurs, il y a un rassemblement prévu demain. Et nous recevrons Monsieur le maire, qui a été aussi mis à mal par un opposant, puisqu'un juge a fait annuler l'élection municipale. Et le maire en place a fait un recours. C'est lié ou pas ? Non, je ne pense pas que ce soit lié. En tout cas, ce sont des affaires qui nous intéresseront et que nous aborderons avec Monsieur le maire de l'île Saint-Denis, Monsieur Mohamed Gnabali, voilà, c'est ça. De mémoire, maire écolo. Maire écolo de l'île Saint-Denis qui sera avec nous tout à l'heure à 17h30. Voilà tout un programme, les amis. Je vous souhaite la bienvenue. Comme d'habitude dans cette émission, vous pouvez intervenir en nous appelant 01 40 33 9000. Farid Tamsamani est avec nous, la belle histoire qui va lui se consacrer à sa plume et qui va écouter attentivement cette émission. Et Tarek Mami qui sera avec nous dans quelques instants. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2. C'est le grand forum, c'est donc parti jusque 18. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Farid Tamsamani en ce vendredi. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio France Maghreb de l'ELGF avec vos appels bien sûr au 01 40 33 9000. On a pour commencer tout d'abord Farid, Jean Castex hier qui a fait une conférence de presse pour annoncer des efforts supplémentaires aux Français d'au moins 15 jours. La prudence est recommandée pour les vacances de Noël, de fin d'année, pour celles et ceux qui souhaitent partir en vacances. Il a dit qu'il fallait attendre encore un petit peu, mais que nous étions sur la bonne pente, une pente descendante visiblement, le pic étant atteint. On dit que voilà, ça va beaucoup mieux, que les chiffres commencent à baisser. Donc voilà, mais pour autant, il ne faut pas relâcher la pression et continuer de se protéger et de respecter les gestes barrières qui nous permettra peut-être de venir à bout, ça va être très long, mais bon, de cette Covid-19. Et quelque chose d'autre à rajouter pour cette conférence de presse. Finalement, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Et donc voilà un peu mon Farid, un petit peu ce que Jean Castex nous a raconté hier soir. Donc la prudence, mais la patience. Et pour l'heure, pas de réouverture de restaurants et de bars. C'est pas prévu, c'est pas à l'heure du jour pour l'instant. Donc les petits commerces, peut-être avant Noël, mais c'est même pas sûr, Farid. Ouais, alors j'ai pas écouté son allocution. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on repartait pour 2 semaines. C'est ça. De même chose en fait, d'une certaine manière. Oui. Déjà, il faut se féliciter que sur l'aspect sanitaire, apparemment, il y a une petite évolution positive. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en fait, après, la vraie question, c'est que pour certains, on a l'impression que il n'y a pas forcément de confinement, enfin certains s'interrogent en tout cas. Oui, c'est clair. Et voilà, sur Paris, pour parler très clairement, on n'a pas vraiment pas l'impression d'être en confinement. Voilà, exactement. Et donc du coup, ça pose d'énormes problèmes, et notamment ce petit sentiment qui commence à monter de manière très forte, c'est celles et ceux qui ne se relèveront pas de ce deuxième confinement, notamment dans le monde économique. Oui, les petits commerces, effectivement, notamment. Par exemple, ouais. Oui, il y a combien d'ailleurs de petites entreprises de moins de 10 salariés en France ? Je crois qu'on parle de 2 millions. C'est l'écrasante majorité. Hein, je me souviens plus de la statistique, mais c'est l'écrasante majorité, c'est-à-dire que c'est au-delà de 50%, très 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 nettement. Donc ça, c'est les petites entreprises, pardon. Et ensuite, sur les commerces... Ça représente à peu près 700 000 emplois ? Je crois que beaucoup plus, en fait. Hein. Je crois qu'on est... franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est quelques millions d'emplois sur l'ensemble du pays. Et effectivement, moi, je le dis, ça va être un tsunami
économique et sociale surtout, de casse sociale. Alors avant même ce second confinement, en réalité, on était déjà dans le premier tsunami économique où vous avez clairement une économie qui n'a pas forcément reprise. Et là, avec la fermeture de ces petits commerces, beaucoup ne se relèveront pas, faut le dire très clairement, qui se sont difficilement relevés déjà du premier confinement, mais il y a eu l'été entre-temps. Et là, à mon avis, ça va être compliqué. Il se pose une autre question, un peu hypocrite d'ailleurs. C'est, si j'ai bien compris, c'est qu'on va peut-être réautoriser un certain nombre de choses pour les fêtes de fin d'année. C'est ça. Voilà. Et mais tout en limitant le nombre de personnes à domicile. Alors, je sais pas comment ils vont faire pour les repas de Noël, notamment, et de fin d'année. Alors, oui, il y a ça. Alors ça, c'est l'aspect purement sanitaire, mais il y a aussi l'aspect purement de ces petites entreprises et de ces petits commerces qui, traditionnellement, et je vous le dis en connaissance de cause, parce que pendant très longtemps, j'étais un peu comme eux, on fait une partie de notre chiffre d'affaires, enfin, ces petits commerces font une partie du chiffre d'affaires pendant les fêtes. Ouais. Et là, en fait, plus on recule, donc il y a un petit débat qui dit voilà, il faudrait peut-être avancer la date de réouverture. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va faire très 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 mal. Et je voulais juste te dire, parce que pour nos auditeurs, parce que je pense que nos éditeurs sont particulièrement concernés, c'est qu'en fait, ça concerne vraiment vraiment beaucoup de monde. Et voilà, c'est des moments très 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 pénibles. Et en tout cas, j'ai pas l'impression que le gouvernement, sans faire de l'anti-gouvernemental gratuit, soit vraiment conscient de ce qui est en train d'arriver. C'est des centaines et des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître. Et ça, c'est très violent pour le pays. On parlait de période phare. Tarek Mami, bonjour. La période phare pour France Maghreb 2, par exemple, c'est le Ramadan. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour cher Farid. Alors, oui, pas cette année, puisque... cette année, oui, ça a été loupé. Voilà. Par contre, moi, je me rappelle d'une année, et j'attends de revivre le cycle de 30 ans, mais moi, je ne sais pas si je serai encore là, cher Christophe. C'est pendant une année, on a eu en gros mi-novembre, mi-décembre, le Ramadan, et dans la foulée, Noël et Jour de l'An. Et je peux vous dire que cette année-là, on s'est gavé comme il faut. C'est ce qui nous a d'ailleurs permis économiquement de régler plein de dettes, parce que quand on avait repris la radio pour la retravailler, il y avait beaucoup de dettes à payer. Et donc je peux dire que ces 2 mois-là nous ont permis de se remettre à flot pour repartir l'année suivante. Et donc le jour où ces 2 mois se succèdent, je peux vous dire que 70% du chiffre d'affaires est fait en 2 mois. Donc imaginez aujourd'hui ceux qui ne peuvent plus faire ce genre de choses. Oui, absolument. Bon, alors rien d'autre à rajouter sur l'intervention de Jean Castex hier soir, le Premier ministre qui a demandé donc des efforts, encore un petit peu d'efforts aux Français, 2 semaines en l'occurrence, sachant qu'on ne saura pas vraiment ce qui se passe au-delà du 1er décembre. Alors j'ai appris un truc... Je peux être complotiste là un peu ? Ah bah allez-y, assumez, cher Tarek, vas-y. Moi qui ne suis jamais... Alors, j'ai reçu hier un film qui s'appelle Hold Up. Ouais. J'ai dû le recevoir 10 fois dans la nuit, de 10 personnes différentes. Bon, pas de moi, en tout cas. Bon, moi non plus. Je veux voir ce que c'est. D'abord, ça dure 2h25. Ouais, il faut avoir le temps, quoi. Il faut avoir le temps de ne rien faire, il faut regarder. J'ai regardé les 25 premières minutes pour comprendre. Et en fait, c'est que des arguments contre la réalité du Covid, contre les agissements du gouvernement français, contre. J'ai dit, bon, si on veut s'amuser, on peut faire 2h25 avec les arguments pour. C'est dire que, bon, j'ai pas tout vu, donc je ne veux pas être complotiste, mais c'était un peu rigolo de voir quel genre d'arguments. Je peux vous répondre là-dessus ? Oui, allez-y. C'est que vous pouvez faire 2h25 de pour, vous n'aurez jamais le même succès que les 2h25 de contre. Ah bah ça, c'est sûr. Ah oui, non, ça, mais ça c'est pour. Sauf que les arguments pourraient être objectivement aussi porteurs. Non, mais c'est très intéressant parce que ça montre nous l'État... sommes dans une civilisation du contre. Exactement. De contre tout. Exactement. Et donc, le dégagement... Et Dieu sait si sur la gestion de la crise, on peut être très critique sur pas mal de choses, mais il paraît que c'est un succet fou, hein, ce documentaire-là. Et ça montre que les gens... Il y a pas mal de contre-vérités quand même dedans. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me suis dit, je vous ai dit, cher Christophe, est-ce que je peux être complotiste pendant 5 secondes ? Ouais. Alors oui, effectivement. Par contre, cher Christophe, je ne vous l'ai pas encore envoyé, mais si les auditeurs de France Maghreb 2 pouvaient prendre le temps de chercher un documentaire de Oliver Stone qui s'appelle « Une autre histoire de l'Amérique ». C'est long, c'est 10 épisodes, 50 minutes par épisode. Et il prend l'histoire de l'Amérique
il met donc une autre écriture. J'ai regardé quelques-uns, je vais terminer les autres, mais le dernier, qui est le 10e, qui s'appelle donc la période Bush-Obama, est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai découvert un homme dont j'ai entendu parler, mais je n'ai pas beaucoup retenu, mais cher, peut-être que vous connaissez, un grand homme politique des années 40 qui s'appelait Wallace, et qui devait donc, lui, qui était contre la bombe nucléaire au Japon, contre plein de choses. Mais comme on l'appelait le communiste, on l'appelait le pacifiste, mais comme son discours ne correspondait pas, et ne correspond même pas aujourd'hui, il a été éliminé, alors qu'il devait être le vice-président, donc le président. Il s'appelle Wallace. Et donc, regardez ce truc, c'est extraordinaire. Bah justement, transition toute faite, mon cher Tarek, aux États-Unis. Eh bien, ça semble pas aussi clair que prévu, finalement, cette élection présidentielle entre Biden, donc, qui a été déclaré vainqueur samedi dernier, salué par l'ensemble de la planète et par l'ensemble des dirigeants. Alors, paraît-il, sauf 3 à ce jour. Oui, en tout cas, Poutine, par exemple, à titre d'exemple. Poutine, la Chine et l'Inde. Poutine qui a dit attendre les résultats définitifs avant de féliciter le vainqueur, alors que dans le même temps, Le Drian qui en a remis une couche ce matin pour affirmer son amour inconditionnel pour Biden. Voilà, ça c'est la position de la France, et on a bien compris, en tout cas, de quel côté était la France, notamment médiatiquement politique, enfin du côté médiatique et politique, à l'exception du Rassemblement National qui, Marine Le Pen par exemple, dit qu'il va falloir encore attendre un petit peu, qu'il y a eu de la tricherie, que les démocrates, ceci, cela. Bon, rien d'étonnant et rien de neuf sous le soleil. Quoi qu'il en soit, il y a des recours en cours et il va falloir attendre une date précise qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le 14 décembre, où à l'issue de cette date du 14 décembre, on connaîtra réellement vraiment. Alors, en fait, il y a 2 dates, cher Christophe. Il y a une date qui va. La première, c'est le 14. Non, il y a une première qui est autour du 24 novembre, qui est une espèce de date maximale des dépôts des contestations juridiques. Oui. Bon. Donc, les plaintes. Ça te fait confiance à Trump pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, après le 24, il ne peut plus déposer. Ouais. Et la deuxième, c'est le 14. Et, c'est le résultat. Le résultat, si vous me laissez une minute, cher Christophe, d'abord, si vous voulez, le système américain ressemble plus à l'élection de nos sénateurs en France que les auditeurs connaissent. Donc, ce n'est pas un vote direct, c'est un vote indirect. Pour avoir une image, parce que voilà. La deuxième chose, c'est qu'en gros, chacun désigne, cher Christophe, et ça je l'ai appris parce que maintenant il faut rentrer dans le détail, chacun désigne ses propres grands électeurs. Et c'est lui qui est désigné comme ayant gagné, ce sont ses électeurs à lui qui vont voter. Donc, pour éviter les traîtrises. Sauf que, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a eu quelques traîtres, mais il faut qu'il y ait en gros 15, 16, 20 traîtres pour que ça se passe pas bien. C'est rare. Oui, voilà. Dans l'histoire, ça a existé une fois. Dans l'histoire, ça a existé plus d'une fois. Non, une fois en majorité qui a fait basculer. Ah oui, qui a fait basculer. Mais 2 ou 3 fois, 1 ou 2 qui ne changent rien au résultat. Là-dessus, ils sont plutôt respectueux. En fait, comme on l'avait déjà... les États-Unis, c'est 50 États précis. En fait, c'est 50 plus les autres, plus qui sont des l'Alaska, partenariats, plus voilà. les trucs, mais c'est 50 États, et chaque État, en fait, a un nombre de grands électeurs liés à sa population, à sa démographie. Qui ne peut pas être inférieur à 3. Qui ne peut pas être inférieur à 3. Donc, du coup, là, c'est à peu près le même système que les sénateurs, effectivement, en France, par département. La seule difficulté, c'est qu'en France, le scrutin des sénatoriales, par exemple, est proportionnel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a 3 sénateurs, il peut y en avoir 2 d'un camp et 1 d'un autre. Alors qu'aux États-Unis, celui qui arrive en tête, ne serait-ce qu'officiellement, j'entends, quand c'est bien reconnu, d'une voix, en réalité, il remporte l'ensemble des grands électeurs. Ça s'appelle le take-all, et j'ai lu dans un bouquin que c'était pris des règles du jeu de poker américain, du temps des cow-boys. C'est lui qui gagne, il rafle toute la table. Et ça vient de là. C'est possible. Et deuxième chose, il y a 2 États qui ont basculé dans la proportionnelle, et 48 qui sont restés sur le take-all. Et en tout cas, la date que Christophe a mentionnée, c'est-à-dire du 14 décembre, c'est la date théorique, en fait. Théorique. Traditionnellement, ça ne bouge pas à ce moment-là, mais il y a peut-être un mais. Qu'est-ce qui peut être possible, clairement, aujourd'hui ? Pour moi, pas grand-chose. En réalité, on a bien compris qu'en fait, l'État profond, globalement, ou le système avait intérêt à ce que Biden devienne président. C'est pour ça qu'ils se sont empressés de le remporter.
Il y a des recours parce qu'il y a de la gruge, mais il y a de la gruge derrière les deux camps. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'aurais une question à vous poser, cher Farid, qui m'intrigue, mais allez-y. En fait, il y a de la triche dans les deux camps pour une raison très simple. C'est qu'en fait, il y a un vote par correspondance. Oui. Vous savez qu'en France, il est interdit, si je ne dis pas de bêtises, depuis 1945. 67, pardon. J'ai vérifié. Donc, pourquoi il est interdit en France ? C'est parce que le vote par correspondance, en fait, c'est un des votes les plus faciles à tricher, en fait. Moi, j'envoie pour moi, ma femme, mon épouse, mon maîtresse, mais ma pire que cousine, ça, vous pouvez par exemple soudoyer, c'est ce qui se passait par exemple aux États-Unis, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Vous pouvez soudoyer par exemple le facteur, et vous avez un certain nombre de voix qui n'arrivent pas, ou alors qui sont changées, parce que ça arrive souvent dans les États américains. Donc du coup, vous avez un vote qui n'est pas conforme. Ce qui se passait historiquement, c'est que traditionnellement aux États-Unis, le vote par correspondance, même quand il y avait de la triche, en vérité, il n'influait pas, plus ou moins sur 30%. le caractère définitif des résultats. Or, cette année, à cause de la crise sanitaire, en fait, on a vu qu'il y avait un vote extraordinairement important, si je ne dis pas de bêtises, qui est presque moitié-moitié, avec le vote réel, donc du vote par correspondance. Donc de celui-ci... Il y a eu 60 millions de votes par correspondance. Exactement. Pour 150... Donc ça correspond à peu près à la population, moins de la population de la France, parce qu'il n'y a pas 60 millions qui votent en France. Exactement. Mais donc ça veut dire quoi ? Mais aux États-Unis, ça fait 50% des électeurs, parce qu'ils sont 380 millions à peu près. C'est pour ça qu'en fait, l'élection probable, à mon avis, de Biden, de toute manière... elle sera entachée. Ah oui. À vie. Acquise et entachée. Acquise et entachée, justement, de cette fraude-là. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça va être très compliqué pour les années à venir. Maintenant, tu disais, Christophe, qu'est-ce qui pourrait éventuellement changer ? Il faudrait annuler le vote d'un certain nombre d'États. Ce qui, à mon avis, aux États-Unis, serait inconstitutionnel. Donc, à mon avis, statistiquement, il y a peu de chances que Trump renverse totalement la vapeur. Même malgré la bataille judiciaire, ce qui est certain, c'est qu'il faut bien comprendre ce qui se joue en ce moment, et que quand il dit l'élection volée, il n'a pas complètement tort, mais ça ne suffira pas pour qu'il renverse la vapeur, à mon avis. Alors maintenant, de quelle manière peut-il, parce que connaissant un peu Trump... J'ai une question, cher Christophe. Dans ces élections, aux États-Unis, contrairement à la France, on élit le même jour donc le président, les sénateurs, donc la législative, le shérif et le juge, et quelques référendums. Par exemple, il y en a un État qui propose est-ce qu'on fait la vignette voiture gratuite pour les anciens soldats ou pas. Il y a pas que celui-ci, il y a d'énormes questions qui sont posées. Pour donner un exemple. Or, les républicains ne contestent dans cette fiche que la partie présidentielle. Et les sénateurs qui ont été élus grâce à ce faux scrutin, ou un scrutin illégal, là, on n'en parle pas. Donc, moi, la question, cher Farid, pour être, j'allais dire, objectif en tant que journaliste, mais je pose la question, comment que dans le même bulletin, on valide le fait qu'un sénateur soit élu dans un État, et on dit qu'on a traficoté la partie électorale pour le président. Alors ça, c'est tout le mécanisme judiciaire des États-Unis. C'est qu'en fait, celui qui soulève la question, mais d'ailleurs comme en France d'ailleurs, il la soulève pour ce qui l'intéresse. Tant qu'il n'y a personne qui soulève pour l'autre chose, et ben l'autre chose, même si elle est entachée de la même fraude, en vérité, contrairement à ici, par exemple, vous avez un conseil constitutionnel, si je dis pas de bêtises, qui peut lui-même s'autosaisir d'ailleurs parfois lorsqu'il y a des fraudes. Aux États-Unis, en fait, l'action judiciaire, elle est menée par les avocats ou les partis qui le souhaitent, mais uniquement, soit sur la totalité, soit sur ce qu'ils veulent. Et tant qu'en fait les autres n'ont pas soulevé ou eux-mêmes là-dessus. Détail, cher. Donc moi, je suis démocrate, je dois traficoter. Quel intérêt j'ai à traficoter dans la case président ? Il y a ne pas traficoter dans la case... Alors ça, il y a de ça. Alors sénateur. Et je suis démocrate, je vote pour un sénateur. Alors il y a un sénateur qui a expliqué, il a dit que je sais que nous avons beaucoup d'électeurs républicains qui ont coché la case sénateur républicain et n'ont pas coché la case Trump. Ça, c'est fort possible. Mais vous savez, tricher, quand vous devez tricher une seule fois, ça n'a pas d'incidence. Tricher à une grande échelle, ça prend beaucoup de temps. Or, tricher à une grande échelle, vous êtes obligé de faire un choix à un moment donné et de prioriser. On parle de 2,7 millions. Exactement. Donc, de prioriser. Moi, je ne suis pas étonné qu'on puisse tricher uniquement sur la partie présidentielle et pas forcément sur la partie des candidats. Mais franchement, Farid Tarek, est-ce que c'est une bonne nouvelle, le retour des démocrates ? Franchement. Pour moi, je veux le dire clairement, il y a deux choses. Un, le logiciel américain en termes d'impérialisme est le même, qu'il soit démocrate,
qu'il soit républicain. Donc arrêtons de faire le cinéma. Non, là je suis pas d'accord. C'est pas vrai, ça. On y va. Avec le mandat de Trump, c'est faux. Non, excusez-moi. Vous personnalisez à une personne par rapport à la politique générale. Dans l'histoire. Qui a fait la guerre du Vietnam? Non, mais dans l'histoire des États-Unis. Si on prend l'ensemble de l'histoire des États-Unis, l'impérialisme, on va dire, américain, il est très clairement du côté démocrate. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de président républicain. Comme Bush, par exemple. Comme Bush, père et fils. Et lui, il a tout rattrapé. Par contre, si vous voulez, c'est comme si vous me disiez entre Carter et Trump. Celui-là est un républicain, celui-là est un démocrate. Qui c'est qui a fait le moins de guerre, qui a essayé de faire le truc? C'est-à-dire, ça ne tient pas la route. Pour moi, c'est un logiciel. Pour répondre à ce qui vient d'être dit, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis d'Amérique, comme dans tous les pays de la planète, en fait, ils ont un seul logiciel, c'est leur intérêt propre. Que vous soyez démocrate. C'était l'intérêt, l'Amérique d'abord. Que vous soyez exactement. Non, les uns et les autres, Christophe. Oui, mais lui, il a affirmé très clairement. Non, mais lui, l'Amérique d'abord. C'est suivi de fait, c'est-à-dire que lui, pour l'heure, lui, l'Amérique d'abord. C'est le retour des soldats à la maison. Non, mais lui, l'Amérique d'abord, c'est l'Amérique à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. L'autre, l'Amérique d'abord, c'est la puissance américaine à l'extérieur. Alors, ça, c'est Trump. Parce que l'histoire des États-Unis récente, Obama, Clinton, etc., faisait Bush père et fils, faisait que, en réalité, les États-Unis étaient sur des combats à l'extérieur de manière énorme, on va dire. Et donc, du coup, effectivement, Trump, en fait, avait senti venir le truc, mais d'ailleurs, qui était un phénomène très mondial. C'est de dire, voilà, à un moment donné, vous savez, la vision de voir des cercueils... Il a fait un Brexit, vous voulez dire? Oui, d'une certaine manière. En fait, il a juste surfé, en vérité. Pour comprendre les États-Unis, en fait, il faut comprendre la population américaine, il faut comprendre l'histoire des États-Unis, et là, en vérité, il a juste surfé sur une chose, c'est que les Américains, en fait, en avaient marre de voir. Vous savez, je vais faire un parallèle qui est pas du tout le bon, et je m'en excuse par avance. La guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie concernait qui? Concernait toutes les familles françaises. Comment? Parce que dans toute la famille française, vous aviez quelqu'un qui était sur le front à un moment donné ou qui a été envoyé pour le service militaire, etc. Oui. Donc du coup, le sentiment que vous pouvez manipuler d'une certaine manière pour dire voilà, je vais plus faire la guerre parce que quand vous êtes maman, quand vous êtes grand-mère, quand vous êtes sœur, etc. de dire voilà, le risque pour mon fils ou ma fille d'être tué sur un combat extérieur, c'est toujours très important. Après, Trump a joué sur une chose. Moi, la seule chose que je reconnais à Trump, au-delà de ses aspects farfelus, parce qu'il faut le dire, c'est quand même quelqu'un de relativement farfelu, beaucoup moins farfelu qu'on le croit, c'est-à-dire qu'il était, pour moi, il est relativement brillant, mais malgré tout, d'un point de vue diplomatique, c'était relativement farfelu. C'est un homme d'affaires, ça se voit. Ouais, mais c'est surtout quelqu'un qui travaillait à l'instinct. Or, en vérité, la diplomatie, les affaires d'un pays, ça ne peut pas être que de l'instinct. Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne. Par contre, ce qui est sûr, et je peux vous le dire parce que un pays où, enfin, j'y vais traditionnellement au moins plusieurs fois par an, économiquement parlant, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vais vous dire, moi, toutes les minorités afro-américaines comprises, avant la crise sanitaire, et pourtant, Dieu sait si, avec le traitement, notamment des violences policières, etc., même les Afro-Américains, d'un point de vue économique, souhaitaient la réélection de Trump. Alors, pas 100% des Afro-Américains, c'est une évidence, mais en tout cas, les minorités, quasiment toutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent tournait. Or, aux États-Unis, vous savez, ce sont des gens qui vivent essentiellement. Ce sont des gens qui vivent tous les jours. Et donc, ils sont payés tous les vendredis soirs. Par exemple. Par semaine, ils payent leur loyer tous les vendredis soirs. Et si un patron n'est pas content de son salarié, il n'attend pas la fin du mois, il ne fait pas la lettre de convocation, c'est sur place, à 15h, il lui dit voilà. Vous savez, les demi-journée. Exactement. Vous savez, Trump, il a fait quelque chose qui était assez extraordinaire aux États-Unis, il a fait augmenter le salaire minimum. C'est-à-dire que mécaniquement, en fait, mais parce que l'activité était positive, en fait, il avait réinjecté tellement d'argent qu'en fait l'argent tournait. Et vous vous souvenez du conflit commercial avec la Chine. En fait, c'est un conflit. Il faut bien étudier la manière dont il a traité le conflit commercial avec la Chine. Quand il est sorti de l'OMS, en réalité, il a fait quoi? Il a fait en sorte en fait de parler et de ne pas subir les Chinois. Or,
ce qui se passait traditionnellement avec les démocrates, c'est effectivement que les démocrates subissaient un peu plus que les républicains, en tout cas que Trump, par rapport aux Chinois. Et ça, à mon avis, ça va changer beaucoup de choses. Un retour d'une Amérique interventionniste, faut être très clair. Alors, ça, je sais pas, je suis pas sûr, Christophe, là-dessus. Je suis pas certain parce que, en tout cas, pas tout de suite, parce que, en vérité, ce qui va se passer, c'est que Biden. Est-ce qui se passe au Polisario, on peut y voir un rapport ou pas? Par rapport aux États-Unis? Ouais. Est-ce que le fait que Biden soit déjà à la manœuvre, parce que quelque part, même s'il n'est pas à la manœuvre, il n'est pas à la manœuvre, il n'est pas à la manœuvre, il n'est pas à la manœuvre. Il n'est pas à la manœuvre. Moi, j'ai une autre lecture, mais je vous laisse terminer. Alors, bon, l'histoire des affrontements actuels, en vérité, c'est quoi? C'est suite à l'anniversaire du 45e. De la 45e marche verte, si je dis pas de bêtises. Alors on pourra en reparler, pourquoi, du comment, etc. Par contre, pour revenir aux États-Unis et la marche et ce qui se passe au Sahara occidental, très clairement, il faut pas oublier une chose, c'est que le Maroc est le premier pays de la planète, je dis bien de la planète, à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Oui, je l'ai écrit il y a longtemps. C'est le premier. C'est le premier pays qui vient de rendre obligatoire le vaccin de la Covid-19. Non, ça c'est autre chose. Avec le temps, je vous le dis au passage. Christophe, imaginez qu'au 17e, au 18e siècle, les Marocains vont apprendre que les États-Unis sont indépendants. Donc après la France, pour faire simple, après l'Angleterre bien sûr, mais que ce soit les Marocains qui envoyaient à l'époque par bateau une lettre de reconnaissance extraordinaire en termes de timing historique. Et ça change. Oui. Parce que les États-Unis, c'est comme la France, ce sont des pays de symboles. Oui. Et symboliquement, le Maroc a une place particulière pour les États-Unis d'Amérique. Et ce qui fait que, là où tu as raison, c'est que, pour revenir au Sahara occidental, Trump méprisait plutôt, faut le dire très clairement, le pouvoir marocain, et notamment ce conflit-là, parce qu'il ne s'intéressait absolument pas au continent africain, c'est une réalité. Par contre, les démocrates ont toujours, traditionnellement, appliqué la politique et le soutien au Maroc, et c'est peut-être dans ce sens-là que ta question, Christophe, de dire, peut-être qu'ils sont déjà à la manœuvre. Je suis pas certain que Biden soit déjà à la manœuvre. Par contre, les États-Unis sont toujours favorables. Les amis de auditeurs qui nous attendent depuis tout à l'heure. 5 secondes, j'ai une autre lecture. En fait, avant ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a 3 semaines, juste après la normalisation des relations entre les Émirats et Israël, les Émirats vont ouvrir un consulat dans le Sahara. Un faux consulat. Non, mais, en tout cas sur le papier. Des locaux, on va dire. Des locaux. Bon, donc, des locaux vides. Voilà. Et donc là, vous reliez une négociation secrète que les Marocains ne veulent pas reconnaître et dont ils n'ont pas besoin, publiquement pour moi, c'est de dire les Émirats passent la normalisation avec Israël, elles ouvrent un consulat avec, au Sahara, et elles serviraient de lien entre Israël et le Maroc, de manière à amadouer le Maroc pour que le Maroc finisse par reconnaître le truc. Voilà la tactique. Et tout ça était fait avant les élections américaines. Nous accueillons Farid. Il a raccroché notre Farid, il n'avait pas été assez patient le pauvre. Bon, rappelle-nous Farid, pour ta question 01 40 33 9000 pour interpeller nos débatteurs du jour, Farid Tabsamani, Tarek Mami. Dernière question là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on a du mal à imaginer que Trump d'abord accepte la défaite, il a du mal à l'accepter, certes, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont encore les manœuvres qu'il peut encore faire jusqu'au mois de janvier là? Il y a un article prévu dans la Constitution américaine que s'il ne part pas, il est dégagé par force. Oui, non mais ça d'accord. Non mais c'est écrit. Il a encore 2 mois de présidence. Donc par exemple, est-ce qu'on peut imaginer qu'il rapatrie la totalité des soldats? Oui, il a le droit. Voilà, il pourrait le faire, ça. Oui, mais ça se fera pas. Jusqu'au 10 janvier, jusqu'au 20 janvier, il a le droit de tout faire. Il est chez lui. Je veux pas faire ici un cours de géopolitique, mais les États-Unis d'Amérique ont des bases à peu près partout sur la planète pour différentes raisons. Non, mais il peut rapatrier par exemple tous les soldats d'Irak. Mais il peut symboliquement rapatrier, mais ça n'aura aucun impact sur sa guérilla judiciaire. Et puis les autres peuvent le remettre 15 jours après, quoi. Est-ce que le fait, par exemple, qu'il ait nommé quelques semaines avant l'élection une nouvelle juge à vie républicaine, ça peut aussi avoir un impact sur les recours. Si le dossier monte jusqu'à là-haut, oui. Mais il a été malin peut-être. Non, mais c'est pas malin, il était opportuniste, c'est un homme d'affaires. Exactement. Donc il a été malin, il faut être malin un petit peu. Non, mais c'est pas être malin puisque lui-même. Il a tenu surtout. Parce que elle est décédée, l'ancienne juge est décédée, souvenez-vous. 87 ans. Voilà, personne ne pouvait imaginer qu'elle allait décéder à ce moment précis. Tout à fait. Par contre, ce qu'il a fait, parce qu'il y a une polémique, parce que Biden ne voulait pas, il a dit il faut attendre la réélection, l'élection. Parce que M. Trump a demandé la même chose quand il était candidat. Exactement.
Et il est passé en force. Voilà. Et il a réussi son coup puisqu'elle a été validée. Parce qu'il a la majorité. Là où tu as complètement raison, c'est que ça peut, oui. in fine, avoir si le dossier une monte conséquence terrible pour les élections. Donc il y a tout intérêt pour Trump à ce que ça monte là-haut. Alors, elle ne peut pas monter là-haut si les cours suprêmes des États concernés, cher Christophe, n'autorisent pas cette saisine. Et c'est là que la bataille judiciaire va être extraordinaire. Non, mais pour la comprendre, moi qui suis un homme de formation juridique, j'adore ce truc. Parce que je sais que rien n'est acquis. Et ce n'est pas parce qu'un État va autoriser à monter là-haut et qu'éventuellement il va gagner cet État que Trump gagne. Il faudrait que le 6 Cour suprême de 6 États contestés autorise la saisine de là-haut pour que cette dame joue le joker. Auditeur, bonjour. Nadir, je crois, c'est ça ? Allô ? Ah oui, non, si je pousse pas le bon bouton, ça va pas aller. Quel est ton prénom, pardon ? Nadir de Paris. Nadir de Paris, sois le bienvenu. Bah, merci à vous. Salut Tariq, salut Farid. Salut Nadir. Bah non, juste une dernière info. Là, apparemment, le Maroc a lancé une intervention là dans le Sahara. Donc, je voulais avoir votre avis sur ce conflit qui Moi, je souhaite dire un mot. Qui va être peut-être explosif. Je vous coupe. Vous me permettez, c'est pas dans mon habitude. Mais sincèrement, je vous demande de me laisser 2 minutes et après vous direz tout ce que vous avez envie de dire. Bah mais là j'ai de la pub moi. Oui, non, mais on le garde et qu'il ne soit pas gêné, on le garde pour intervenir. Mais je dirais un mot. Pour moi, ce conflit ne doit pas interférer dans ce que nous sommes en train de construire tous ici en France. Et on ne doit pas revenir... Non, mais vous inquiétez pas, cher Christophe. Certains vont se réveiller marocains ce soir. C'est comme si on nous dit arrêtez d'importer le conflit israélo-palestinien, ça n'a rien à voir. Ce soir, il y a des jeunes... mais la réalité, c'est que ça l'est. Ce soir, il y a des jeunes qui vont se reconnaître algériens, d'autres marocains, sans connaître un centime de l'histoire. Et ça, c'est grave. Et nous, et ça, nous, à France ça n'empêche pas d'en parler. Non, mais on peut en parler, mais toujours avec cette précaution. Je vais laisser l'auditeur, bien sûr. Bouge pas, Nadir, bouge pas. Non, mais si vous voulez, donc ça fait 30 ans que nous et d'autres, on travaille à ce qu'il y ait une cohésion. On la casse, cette cohésion, par l'islam marocain, l'islam algérien. Là, on en rajoute cette histoire. Moi, sincèrement, Christophe, je demande à tous les auditeurs d'être ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dans leur cœur, il est dans leur cœur, mais que nous travaillons d'abord à nous rassembler ici, parce que si des jeunes partent dans cette histoire, nous perdrons tout, et de là-bas et ici. Ouais, mais ça c'est de l'ignorance après. Oui, mais je vous rassure, en vérité c'est une question de quelques jours, quelques heures, en réalité cette histoire-là, parce que... Bon alors bouge pas, on en parle juste après, parce que moi j'ai de la pub là, et puis les impératifs commerciaux n'attendent pas. Sur la réalité. Surtout comme aussi la réalité économique. À tout de suite les amis, sur France Maghreb. Ne bouge pas mon Nadir, tu vas pouvoir t'exprimer dans un instant, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Farid Tabsamani, avec Tarek Mami en direct avec nous et avec Nadir. C'est Nadir, t'es toujours là, j'espère. Nadir, on entend les enfants derrière. Bon, Nadir, il va revenir certainement. Oui, Nadir. Donc tu es là. Donc tu nous parlais, tu nous appelais parce que tu souhaitais tu t'inquiétais visiblement de cette intervention marocaine. C'est ça, Nadir? Bah en fait voilà, je voulais avoir votre avis et puis cette histoire qui date quand même depuis un certain moment et voir ce que ça va être explosif avec les dernières infos suite à l'ouverture des deux consulats. Après, est-ce que ça va pas être un conflit régional, etc. Et là on se dit est-ce que la main tendue par plusieurs fois par le roi à l'Algérie, parce que quand même ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est un conflit entre le Maroc et l'Algérie, parce que c'est assez partisan, mais bon, pas de problème, Nadir. Pas de problème, je l'accepte, mais c'est assez partisan de votre côté, mais c'est normal. Nadir, si vous permettez, c'est les spécialistes qui le disent. Oui, mais les spécialistes ont parfois, vous savez, pas tous indépendants. Parce qu'il dit le Maroc tend la main et l'Algérie. Non, il n'a pas dit le Maroc. Il a dit le roi. Il a dit que le roi du Maroc a tendu plusieurs fois la main, ce qui est complètement factuel. À chaque fois, mais écoutez. Sans être partisan pour quoi que ce soit, là où notre auditeur a complètement raison, c'est que les discours symboliques, notamment du roi du Maroc, que ça soit la fête du trône et d'autres... Mais il tend la main en disant je garde ce que j'ai, mais je tends la main. En tout cas, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que je dis que l'auditeur a raison. Non, il faut pas mélanger les choses. Il y a effectivement le jeu de dupes de négociation et qui est dans les deux sens. Ça, il y a aucun souci. Mais quand
Oui, cher il a Nadir, je tendu vous la écoute. main avec une proposition quand même qui est assez nouvelle quand même dans le monde arabe, parce qu'il propose quand même une autonomie à la région, donc c'est pas négligeable. Oui. Il y a Alors, il y a deux choses en fait. Il y a trois éléments, je vais les faire en tête de chapitre, Nadir, pour laisser la réflexion à vous et aux autres. Voilà. Oui. Alors, la première, c'est que vous avez deux principes de droit international qui se contredisent. Le premier, c'est l'autodétermination des peuples. Et donc, le Maroc l'accepte avec des conditions. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire que quand un occupant, un colon s'en va, on ne touche pas aux frontières. Or, quand le colon espagnol est parti, le Maroc a touché aux frontières. Aujourd'hui, la différence entre les deux, et je reviens sur le mot autonomie, c'est que les Sahraouis disent oui, on fait le référendum, mais avec les gens qui étaient physiquement sur place en 75 et leurs enfants, et pas les citoyens marocains qui sont arrivés après 75 et qui n'auraient pas le droit, si je devais parler comme Trump, c'est les électeurs légaux et les électeurs illégaux pour prendre l'image. Et la difficulté, elle est là. Par contre, là où le roi... Par contre, je termine là. Nabil, je termine si vous permettez. Bouge pas, Nadir, bouge pas, t'inquiète pas, tu vas pouvoir terminer. Je termine. Par contre, l'idée de faire une autonomie à l'intérieur d'un pays, c'est vrai que c'est une idée qui n'a jamais existé dans le monde arabe. Parce que tout chef arabe, qu'il soit roi ou qu'il soit président, et il dit je suis tout seul. Donc l'idée de l'autonomie est peut-être à creuser. Pourquoi vous parlez de monde arabe d'ailleurs? Ça m'a toujours interpellé cette histoire. Non mais parce qu'aujourd'hui par exemple... Algérie, Tunisie, vous n'êtes pas dans le monde arabe, pardon. Non, vous êtes plus africain qu'arabe, hein, excusez-moi. On est les deux. On a l'avantage, on est les deux. C'est l'un des plus vieilles monarchies au monde, Christophe. On peut pas... Oui, mais d'accord, mais j'ai pas dit le contraire, mais je m'interroge sur le fait qu'on dise à chaque fois le monde arabe. Le monde arabe, pour moi, c'est plus du côté du... Parce qu'il y a une évolution, ça veut dire qu'il y a une évolution des mentalités, et c'est ce qui ramène à la main tendue par le Maroc à l'Algérie, c'est pour que, voilà. Bon, alors est-ce que, pour répondre à la question clairement de Nadir, est-ce que jusqu'où ça peut aller cette petite guéguerre qui démarre aujourd'hui là avec le Maroc et son intervention? Elle peut devenir une grande guéguerre sans qu'il n'y ait d'affrontement entre l'armée marocaine et l'armée algérienne, si c'est ça la hantise. Parce que franchement, entre nous, ce qu'il faut craindre, c'est que ce soit un conflit ou régional avec non, il n'y aura pas de guerre entre les deux armées. Non, mais indirect dans l'histoire, indirect. Une fois. Une guerre indirecte. 62. Indirect. 62, regardez ça. Les Émirats, après, il n'y en a pas eu. sont toujours prêts à donner de l'argent pour foutre un peu voilà. Oui, on est d'accord. Et l'Algérie, quelle est sa responsabilité dans ce conflit quand on sait que quand même elle reconnaît le Sahara comme un pays? Si le Maroc devait faire la même chose pour la Kabylie, qu'est-ce que le... Non, mais ça n'a rien à voir, monsieur, vous confondez tout, Nadir. Non, là, tu confonds tout, Nadir, pardon de te dire. Ça c'est de la manipulation politique, politicienne. Là, tu tombes dans un, si tu veux, dans un jeu de dupe vous savez, partisan. Voilà, parce que le Maroc n'a pas... Il a le droit. Il a le droit. Quel rapport avec la Kabylie, pardon. Non, mais il a le droit de se tromper. Non, mais d'accord. Il a le droit de penser et de réfléchir. Non, en fait, il faut être pédagogue. Il faut expliquer que la Kabylie et le Sahara occidental n'ont absolument pas la même histoire, pour une raison très simple, c'est que le Sahara occidental est issu notamment d'une colonisation espagnole. Avant la colonisation espagnole, c'était un territoire marocain. C'était un territoire marocain connu avant. Et reconnu par tous. Exactement. Alors que la Kabylie a toujours été algérienne. Alors algérienne, ça dépend parce que l'Algérie est relativement récente comme création. Oui. Mais physiquement parlant, il a toujours été partie intégrante de toutes ces beyes. Oui. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque les beyes. Les beyes locales. Voilà. Le bey Laka qui est la région. Voilà. Donc en réalité, c'est pour ça que c'est pas forcément comparable. Et le Sahara occidental dans l'histoire du Maroc dans l'histoire. Oui. À la majorité marocaine. Oui, alors question, on va dire, parce qu'il faut préciser. En gros, quand les Espagnols ont occupé le Sahara occidental? Quand? À quelle date, en gros? À quelle date, en gros, les Espagnols ont colonisé cette terre? Au 19e. Au 19e. Ils l'ont colonisé légèrement après Ceuta
Melilla. Et vous avez, donc de l'autre côté, vous dites, si les Marocains étaient sincères dans la récupération de tout leur territoire, il est quand même plus simple d'aller récupérer 2 petits villages qui s'appellent Ceuta et Malika. Oh, c'est pas des villages. Non, mais des villages par rapport au Sahara, en termes de kilomètres, en termes de kilomètres carrés. C'est des Bien sûr, c'est pas comparable. Voilà. Et donc, il y a bien autre chose. En fait, la première crainte est la véritable crainte des Algériens en 75. Pas des Algériens, des Marocains en 75. Et ils ont raison sur cette crainte. C'est qu'ils ont comme voisin l'Algérie à droite. Et s'il y avait un État sahraoui sous, donc le Maroc deviendrait une presqu'île. Et donc, c'est des raisons stratégiques et militaires qui font que le Maroc ne peut pas accepter, et l'Algérie le sait. Alors, il y a après la richesse des poissons et tout ça, mais la plus importante, non, mais le phosphate, mais on ne peut pas accepter d'être entouré par un voisin avec lequel on s'entend pas sur deux côtés. Est-ce qu'on peut revenir à la question de Nadir qui disait, est-ce que ça risquait de déclencher vraiment une guerre régionale? Bon, moi, j'y crois pas beaucoup. Moi non plus. J'y crois pas beaucoup. En vérité, il y a quelques jours, en fait, le Maroc fêtait les 45e anniversaire de ce qu'on appelle la marche verte. Qu'on le veuille ou non. Qui était un coup de génie. Un coup de politique de Hassan II. Donc, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas le personnage. Ouais. Il a fait un truc extraordinaire et d'ailleurs, ça lui a marché puisque c'est comme ça qu'il a récupéré ce territoire-là. Ce qui se passe en ce moment, moi je fais 2 distinctions. Je fais la distinction du peuple, d'une partie de ce qu'on appelle les Sahraouis, qui en réalité, à mon avis... Récupérer le territoire, hein, tu parles, hein, c'est ça? Pardon? Tu as bien dit à l'instant, si j'ai bien écouté, un coup de génie pour avoir récupéré... Oui, les Espagnols, oui, tout à fait. D'avoir fait, parce que... En fait, les Espagnols occupaient le territoire, et... comment il s'appelle? Le dictateur était en train d'agoniser... Franco, il n'y avait personne pour dire oui pour envoyer l'armée. En fait, c'est comme Israël, quand il y a des élections aux États-Unis, il profite d'un... Voilà. Hein, sauf que il y a une chose, c'est que quand il fait la marche verte, elle n'est pas militaire. Elle n'est pas militaire. C'est ça le coup de génie. Le coup de génie, c'est pas... Il n'a pas prise militairement. C'est qu'il a envoyé une partie du peuple marocain, envoyé entre guillemets, puisqu'il a quand même pas forcé les gens à y aller, faut pas se mentir. L'armée espagnole ne pouvait pas tirer sur les civils qui avancent. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il a récupéré historiquement le territoire. Mais ce territoire-là, il a une histoire avec ce pays quand même. Tout à fait. Donc à un moment donné, est-ce que oui, mais alors vous avez raison, vous avez raison de le dire. Sauf que ça marche pas. En fait, vous avez raison de le dire. C'est comme si je disais. Mais Nadir, qui leur appartient. Nadir, c'est comme si je disais un tiers de l'Algérie actuelle, c'était le Maroc à l'époque. Tu parlais de Ceuta et Melilla tout à l'heure. Non. Est-ce que un tiers par exemple, avec 50 ans de conflit avec le Sahara, est-ce que ça en coûte au Maroc, et tu le sais très très bien, avec un voisin à côté qui fait pas que du bien, et tu le sais, je pense que voilà. mais Nadir, tu vois, franchement là-dessus, je pense que tu n'étais pas très objectif. On va rester dans l'analyse. Bon, Nadir, non mais il a le droit de penser. J'ai le droit de lui dire qu'il n'est pas très objectif. Nadir, je vous donne un exemple. Enfin, ça sert à rien de dire ça en fait. Nadir, je vous donne un exemple. On va quitter le Maroc, l'Algérie et le Maghreb. Est-ce que vous savez, le Koweït, c'est quoi? Le Koweït? Oui, c'est quoi? C'est anciennement territoire irakien. Voilà, on y va. Et donc, ce bout, il y a qu'un port, en fait, le Koweït, qui a été coupé par les Anglais qui ont occupé. Donc, les Espagnols occupent le Sahara, les Anglais occupent l'Irak et décident. Et quand l'Irakien, Saddam, pour des raisons politiques, dit « je récupère mon territoire », il a toutes les foudres du monde. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, la politique marocaine soit de la teneur de la politique de Saddam, il aurait eu sur la tête tout le monde. Non, mais c'est juste pour la comparaison. J'allais y venir parce que l'histoire de Ceuta et Melilla, il faut pas nier, elle est liée aussi à Jebel Tariq qui est occupé par les Anglais, que les Espagnols réclament aussi. Exact. En tout cas, il faut faire une distinction entre la politique. Non, mais je vous remercie Nadir sur cette dernière remarque. C'est-à-dire qu'il faut, nous, ici en France, nous avons d'autres intérêts tous ensemble, on doit regarder ça comme analyste et quelque part, même si c'est difficile, oublier ce que notre cœur nous dit sur l'un sur l'autre pour qu'on puisse avancer ici. Et peut-être qu'à partir d'ici, viendra un jour où des politiques français
d'origine marocaine et d'origine algérienne trouveront ou proposeront une solution qui passerait par l'unité, par la fédération. Je suis certain que si on arrive un jour à faire un Maghreb uni, on est d'accord. Les Espagnols finiront par quitter ces deux villes parce que surtout s'il y a une montée en puissance du pays qui s'appelle le Maroc. De l'économie. Économiquement et militairement. C'est un peu plus complexe. C'est un peu mal barré en ce moment. Non, c'est pas ça. C'est un peu plus complexe. En réalité, Ceuta est déjà asphyxié par le Maroc grâce au nouveau port de Tanger. Melilla, c'est une autre histoire parce qu'elle est en plein cœur du Rif et que la population de Ceuta et de Melilla, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, elle est historiquement marocaine en fait aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tout est marocain avec Farid en fait. J'ai bien compris. Et avec Nadir aussi, tout est marocain, c'est ça? Non mais les gens, allez-y, dites-le. Par la population, je comprends ce qu'il veut dire parce que en fait, mais oui, quand tu es à Melilla, excuse-moi, quand tu es à Melilla, on parle plus rifin que espagnol. C'est tout, c'est aussi ça. Bon, en tout cas, je t'embrasse pour Nadir, merci beaucoup. Merci à vous les gars, moi je vous suis tous les jours. Bon, c'est bien, continue. En tout cas ici, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais en prenant quelquefois les gants pour que... Je veux juste finir sur une phrase si vous me permettez. Allez-y. Algérie, Maroc, on est des frères. Oui. Il faut pas tomber dans le panneau. On est d'accord. Après voilà, on a tous à y gagner à être ensemble. Et je pense que que ce soit le pouvoir en Algérie ou au Maroc, ils ont intérêt à se serrer les coudes parce que sinon, c'est eux aussi qui vont tomber un jour ou l'autre s'ils continuent à diviser les peuples. Voilà. Merci mon Nadir, merci à toi. 01 40 33 9000. Bon, pour le coup, moi quand j'entends Maghreb uni, je me dis avec la complexité du monde actuel et faut dire clairement les choses. Je veux dire, voilà, l'Algérie et le Maroc, s'entendent pas très très bien, on peut le dire. Ils ont pas forcément les mêmes alliés d'ailleurs, les mêmes les intérêts Allemands et les aussi. Français les Allemands et les Français étaient les meilleurs amis du monde pendant un siècle. C'est ça. Voilà. Et surtout, ils ont pas la même histoire. Non, ils ont pas la même histoire. Pas la même chose. Mais bon, il a raison dans le fond, Nadir, quand il nous dit que l'Algérie et le Maroc et la Tunisie auraient tout intérêt à marcher ensemble pour faire front commun. Oui, mais sauf que dire ça aujourd'hui, ça paraît complètement utopique. Ça s'appelle exactement, Christophe. Ça s'appelle une utopie. C'est comme c'est une utopie. J'aimerais beaucoup qu'il n'y ait que du bien sur la planète. Or, les épreuves que nous inflige le Tout-Puissant, elles sont autres, tout simplement. Mais c'est très important parce que, comme les gens ne connaissent pas forcément les données historiques, parce qu'en fait, il n'y a pas un conflit comme ça. Là, ce qui vient de se passer en ce moment, en vérité, c'est une manipulation. C'est issu de l'anniversaire de la 45e anniversaire de la marche. Il y a, et en plus, physiquement, il faut bien comprendre, c'est que le peuple sahraoui est beaucoup plus important que les petites escarmouches ici ou là. Et ce qu'on appelle, ce que certains appellent le Polisario, c'est-à-dire l'organisation qui essaye de temps en temps et là-dessus Nadir a quand même un peu raison, c'est que le Polisario n'existe et n'existera que parce qu'il est soutenu et appuyé par le régime d'Alger. C'est ça la vérité. Donc après, Alger a ses intérêts, ça je peux l'entendre, ça se défend, il n'y a aucun souci. Mais si on voulait vraiment régler ce souci-là, la réalité c'est que ça se réglerait beaucoup plus facilement. Je pense qu'alors du coup... C'est le colon français qui a foutu le bordel en fait, non? Comment? C'est le colon français Pas du tout. Non, mais je pose une question. Est-ce qu'il est parti, il a dit vous réglez vos affaires entre vous? Non, sur cette affaire-là, non. D'accord, ok. Non mais voilà, comme ça on en termine. Sur cette affaire-là, pas du tout. C'est comme les Anglais au Moyen-Orient essentiellement. Hicham est avec nous, bonjour Hicham. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Hicham, sois le bienvenu mon ami. Écoute, moi je voulais intervenir par rapport à ton... excuse-moi, parce que je vois que tu prends un peu plus parti de l'Algérie que de Maroc, tu vois. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Alors, ce genre de commentaire, Hicham... Voilà. Excusez-moi, cher Hicham. Je peux poser une question Hicham? Allez-y. Tu vas combien de fois au Maroc par an Hicham? Pardon? Et tu vas combien de fois au Maroc par an? Je vais une fois par an. D'accord. Combien de jours? Non mais qu'est-ce que tu connais du Maroc, clairement? Je suis né là-bas. Oui, d'accord, t'es né là-bas, mais maintenant tu vis en France, on est d'accord? Oui. Non, mais non, je parle pas de la France, je parle entre le peuple marocain et le peuple algérien. Oui, mais justement... Il y a un problème entre les peuples? Non, du tout. Bah voilà, donc il est où le problème en fait? Au contraire, moi j'ai écouté l'animateur de tout à l'heure. Moi je trouve qu'il a raison, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit frères. Il est marocain, c'est un auditeur et il est marocain. Oui, non, mais qu'il soit marocain ou algérien, il faut qu'on va tous dans le même sens.
Oui, moi, mais- moi, par exemple, alors- ma femme elle est d'Algérie, j'ai des enfants qui sont algériens et marocains. Y a pas de Non mais problème. il faut si je peux Il me y en a permettre, beaucoup, hein, il y en a beaucoup en dans fait ce il faut cas-là. bien distinguer deux choses. Il faut distinguer les peuples, quelles que soient les nations, Exactement. et ce qu'on appelle les gouvernants, qui eux ont des agendas, ont des politiques, etc. Il faut C'est- faire très c'est attention clairement à ce que je dis, hein. complètement. C'est ce que je dis, dit hein. Christophe. Mais bon, depuis apparemment, depuis c'est le du parti- début. c'est du partisan. On a le droit. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord d'ailleurs sur Déjà, tout, ouais, hein, d'une, premièrement. et puis, Mais il faut bien faire les choses. Là, il faut bien distinguer les choses. Ensuite, ça ne nous empêche pas d'avoir une notion. Alors, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs sur le plateau. C'est que ça ne nous empêche pas d'avoir une critique, Des sensibilités différentes. une sensibilité différente, des Ouais. critiques. Il faut être le plus objectif du monde. Essayez. Il faut juste élever, à mon sens, comme le dit l'auditeur, élever le débat, parce que en réalité, très souvent, les peuples sont quasiment les mêmes dans cette région-là. Faut pas se mentir. C'est pas la même histoire, ça je l'entends. C'est pas complètement la même identité, mais ça reste quand même beaucoup de choses quasiment semblables. Et il faut essayer, surtout, ce qu'il faut pas faire, ce qu'a dit cher Tariq Mami tout à l'heure, c'est qu'il faut surtout pas importer quoi que ce soit ici, parce que vous allez avoir dans tous les camps du monde, dans tous les camps possibles, des gens qui vont vouloir plus ou moins pousser dans un sens ou dans un autre. La réalité, et c'est à mon avis dans ce sens-là que Christophe posait la question de savoir où est-ce que l'on vivait. Moi, je vis en France. Je pense que la réalité sur le terrain est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus différente de ce que l'on peut penser. Maintenant, il peut y avoir de la manipulation. Il faut juste que nous, qu'on soit relativement intelligents pour pas tomber Bien dans sûr. le panneau. Et il y a surtout un problème que beaucoup de gens connaissent, je ne parle pas pour vous Hicham, mais peut-être pour certains de mes amis aussi, qui sont en manque de repères identitaires entre cette France qui les accepte à moitié ou qui leur fait comprendre qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus, y compris d'ailleurs pour ceux qui sont nés ici, et puis également ceux qui vont en vacances d'été en Algérie, au Maroc, en Tunisie, on leur fait comprendre très clairement, la population locale là-bas leur fait comprendre très clairement, vous êtes des immigrés, vous êtes des immigrés de France, et vous venez avec votre logiciel, voilà. Oui, vas-y Hicham, je t'en prie. Voilà. Est-ce que tu as déjà été au Maroc? Oui, bien sûr. Alors, c'était comment? Bah, c'était très bien, très bien. Les Marocains ont un accueil extraordinaire. Voilà, Je ça veut peuple dire, écoute, marocain. ça veut dire, tu sais, C'est quoi le rapport, tu ça vas là-bas, il y a C'est les Algériens, on reçoit pas bien. quelqu'un qui va te dire oui, toi t'es pas d'ici. Non, jamais. Mais en n'entend Algérie, jamais ça. les gens reçoivent En très Algérie, bien. pareil. Oui, bien sûr, non, mais il me demande si j'ai été au Maroc, je lui réponds oui. Non, Non, mais il y a longtemps. Alors, Oui, Christophe, toi, je suis pas- je vois que tu portes des fois des trucs, mais je vais me poser la question, c'est t'as déjà été, c'est t'as déjà. Bien Oui, sûr. connais, Mais pour voilà, autant, bah, est-ce voilà, que mais je quand peux tu dire dis que je oui, connais le ça veut Maroc? dire Je que te tu dis connais un non. peu comment ça se passe. Hicham, je peux te dire. Par contre, si tu me poses la question, est-ce que tu connais le Maroc? Je te dis non. Pour y avoir été une semaine il y a 15-14 ans, je peux pas connaître le pays. Bien sûr. Par contre, Mais Christophe- au moins, même si on va une semaine ou un mois, on a un petit peu l'aperçu de la population qui vit là-bas. La Absolument, mais mentalité. là, Par contre, et Christophe- par contre, tu vois, pour ton information, je suis jamais allé en Algérie, je suis allé au Maroc et en Tunisie. Voilà. Ah, bah voilà. Mais attends, Christophe, je vais te dire un truc. Moi, je t'adore, hein. Je te respecte, je t'aime beaucoup. Vraiment, j'aime bien ton franc-parler, j'aime bien quand t'es passé chez Hanouna. Vraiment, c'est la première fois que j'appelle, hein. Sois le bienvenu, Hicham. C'est la première fois que j'appelle et voilà, moi je t'apprécie beaucoup, hein. C'est pour ça que quand j'ai senti un petit peu un truc, j'ai dit tiens, je Mais vais pas appeler du tout, c'est Christophe justement pour, ce que Farid a expliqué, t'a expliqué, ou qu'il fallait faire Oui, la distinction entre les peuples où là il y a aucun problème, et ton cas, je crois que c'est toi qui dis avoir une femme algérienne et des enfants Bien sûr, algériens, bien sûr, mais je il y suis en a fier. il y en a plein autour de nous, on en connaît plein. Des mariages mixtes entre guillemets, entre Exactement, Algériens, voilà. Marocains, entre Marocains, Tunisiens, entre Oui. ceci et cela. Et les peuples d'ailleurs, vraiment entre eux, c'est magnifique quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de Exactement, traditions qui voilà, se c'est ressemblent. ce qu'il a dit, À par Oran, on exemple, mange plus Tamani, la il a halala dit que la shorba, par exemple. Faut pas mettre la politique entre Voilà, les peuples. et ben c'est ce que je vous recommande de faire. Donc il n'y a pas du Voilà, partisanisme c'est ça qu'il faut. là-dedans. Tu sais, si nous, les Maghrébins, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, je parle de l'Algérie. Tu sais que l'Algérie, si elle développe, depuis tout à l'heure, vous parlez du Sahara, mais ça, qu'est-ce qui bénéficie le peuple du Sahara? Rien. Il y a un monsieur qui m'a dit si l'Algérie développe rien que le tourisme, sur les côtes algériennes, même les Français, ils vont venir travailler chez nous là-bas. Ouais, mais Ça en veut fait, dire, on a des richesses, on a des trucs, mais c'est pas le peuple qui en profite. Oui, ben ça, Et on nous, est on est d'accord. là, on se monte l'un contre l'autre. Oui, c'est ça. Bah, donc il faut pas. Absolument, ce que vous Exactement, recommande de il faut faire, de pas se non, monter il l'un faut pas. contre Moi, l'autre. je fais tout pour qu'on soit unis. Bon, Et on bah, est c'est des parfait, frères, mon Hicham. et on continue à être frères. Voilà. Bon, Faut je pas t'embrasse, lâcher. mon Hicham. Voilà, c'est On reste frères et unis. Merci, mon Hicham. Abdel, salut Abdel. Et après, on va Allô clôturer ce sujet parce qu'on va pas y passer des lustres non plus. Allô, Bonjour, Abdel, Ouais, ça va? bonjour. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Abdel? Bah écoutez, il se passe que y a une petite bombe à retardement qui a été incrustée, je pense, pour encore éclater le rêve du Grand Maghreb. Ouais. Et là, je tiens à saluer la sagesse de Mami
Oui. Tariq Mami, qu'est-ce qu'il a souligné? De ne pas attiser cette haine. Je suppose que c'est un plan qui est en marche, qui a commencé avec l'implantation de quelques consulats, je pense à l'Aïon et tout ça. Et à la fin, c'est celle des Émirats Arabes Unis. Et ça sent mauvais, en fait. C'est les dirigeants algériens et le palais royal marocain ne sont pas... je pense que ça va aller très très loin, cette histoire. Et après, on va faire un grand point d'interrogation pour savoir à qui va profiter cet éclatement du Grand Maghreb. Ouais, à qui profite le crime. Donc c'est un problème, je pense, très très profond. Et s'il n'y a pas la sagesse, je pense que ça va aller très très loin. Et on n'espère pas. On n'espère pas que ça va aller peut-être pour servir certaines puissances. Ils vont utiliser le Maghreb, surtout l'Algérie. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dupes. Ne soyons pas dupes. Peut-être. Et c'est ça. Déjà, on entend un peu les bruits des bottes de soldats sur les frontières. Et ça, c'est pas bon du tout. Merci Abdel en tout cas, et on espère que la sagesse effectivement l'emportera sur ce sujet. Qu'on clôture maintenant parce qu'il nous reste plein de choses à aborder. J'aimerais dans la dernière partie qui nous reste qu'on parle un peu de Tunisie. Tarek souhaite nous parler un petit peu de la tchouk-tchouka tunisienne. D'ailleurs on a appris que M. Moreau était atteint du Covid. Vous êtes au courant M. Mami? Que Dieu lui vienne en aide. Exactement. J'aimerais aussi qu'on parle et qu'on ait un mot quand même sur ce qui s'est passé il y a 5 ans dans notre pays, à tous, commun, collectif, la France. C'était... Les 130 morts, cette soirée absolument incroyable. Horrible. Horrible. On l'a vécu de manière très horrible ce soir-là, tous et toutes, on se souvient ce qu'on faisait. Ouais. On était à la maison tout simplement, pour certains d'entre eux dehors. On regardait un super match à la télé tranquille, exact, à la base. Oui, et on entendait du bruit un peu bizarre. Oui, c'est ça. C'était, je me rappelle, il y avait le match. C'est ça. Je regardais le match tranquillos. Un match de foot, France contre l'Ukraine. Voilà. Et tout d'un coup... Alors, tiens, ça tombe bien que le technicien, ce micro-là, déconne, cher monsieur. Oui, le micro de monsieur Mami, voilà. Le micro de monsieur Mami, parfois, il a tendance à partir. Voilà. Il va falloir le changer. Monsieur. Est-ce qu'on va parler d'un autre Marocain? Il faut changer monsieur Mami. Est-ce qu'on parle d'un autre Marocain ou pas? C'est-à-dire? Mélenchon. Ah bah si, oui, c'est prévu mon ami. Mélenchon qui a fait un hold-up. Il a fait un hold-up à la France. À la marocaine. À la marocaine peut-être. Oui, peut-être. Oui, parce que Mélenchon est marocain. Bon, alors il faut qu'on passe du 13 novembre, de la Tunisie, de Mélenchon. Et je salue l'autre Marocain pour nous, c'est le président du CSA. Quand vous avez dit CSA, le micro s'est coupé, c'est bizarre ça. C'est très bizarre. Et lui aussi, il est marocain aussi. Décidément, il y a du marocain partout. Et puis on parlera aussi d'un accord. Le bon marocain en France pour les ministres. Il y a eu un accord aussi de signé cette semaine entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur le Haut-Karabakh. Il faudra qu'on en parle aussi pour expliquer à nos auditeurs. 01 40 33 9. Puis là tout de suite. C'est l'annulation de son élection municipale. Donc ça a été annulé via un juge à la demande d'un opposant politique. Le maire actuel a fait évidemment appel, a déposé lui aussi un recours. On tâchera d'en savoir davantage. Alors juste un petit mot sur le 13 novembre, c'est important quand même. Le 13 novembre 2015, c'était l'horreur à Paris. Les terrasses de café, le Stade de France et le Bataclan. Bilan 130 morts et des milliers de blessés. Des gens qui ont gardé des traces bien entendu à vie de cette horrible attaque terroriste en masse ce soir-là à Paris. C'était d'ailleurs un vendredi soir, comme aujourd'hui, aux alentours de 21h, en plein match de foot. La première explosion a retenti. Et évidemment, s'en est suivi une soirée de drame et de cauchemar avec ce discours grave du président de la République François Hollande à l'époque. Ce qu'on appelle dans les films américains, c'était un périple meurtrier, puisqu'il y a eu 3 étapes. Le Stade de France, les cafés, donc ils sont pas très loin du Bataclan, et le Bataclan lui-même, où il y a eu un massacre. En français, quand on dit massacre, on va s'arrêter là, mais c'était horrible, terrible. Les terroristes n'ont vu ni la couleur des gens, ni leur sexe, ni leur taille. Ça tirait dans le tas. Et donc on pouvait être musulman, chrétien, juif, athée, homme, femme, de 18 ans ou de 60 ans. On recevait une balle. C'est ça. Farid, tu te souviens de ce que tu faisais ce soir-là? En fait, pour tout vous dire, je venais d'atterrir à Roissy et en fait, on nous a interdit de sortir de l'avion. D'accord. Donc on est resté bloqué dans l'avion et à ce moment précis, on ne comprenait pas. Et au fur et à mesure qu'on rappelait qu'on allumait nos téléphones, on comprenait à ce moment-là qu'il fallait recevoir les dépêches.
Ouais, et qu'il y avait effectivement quelque chose qui se passait dans Paris, et ça a été effectivement l'horreur. Ça a été l'horreur, et c'est toujours l'horreur, puisque il y a encore des victimes qui sont blessées et qui sont encore grièvement blessées de ces attaques-là, malheureusement. Absolument. On ne pouvait pas ne pas dire un mot donc aujourd'hui et avoir une pensée. Pour toutes ces familles endeuillées. Voilà, et des fois, ceux qui étaient là à côté, qui n'ont pas été blessés physiquement, souffrent plus. Parce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui apparaît à certains moments pour dire comment ça se fait que moi j'ai pas été blessé, moi j'ai pas été tué, et c'est pas facile, c'est pas évident à accepter, cher Christophe. Ça s'accepte avec le temps, il faut 5 ans, 10 ans, 15 ans pour que ça devienne un souvenir douloureux, mais sur la place et à ce jour, je pense que c'est insupportable. Voilà, en tout cas pour ce triste anniversaire, 5 ans, cette soirée de drame, de cauchemar pour tous les Français et toutes les victimes endeuillées évidemment. Pour qui j'ai moi une pensée à une femme tunisienne, non pas parce qu'elle est tunisienne. Ce nationalisme alors. Attendez, laissez-moi terminer, cher Christophe. Elle habite au Sénégal, elle est venue pour fêter l'anniversaire de sa sœur. Ouais. À Paris, dans ce café qui n'était pas très loin. Ouais. Et elle était assise donc à la terrasse avec sa sœur, avec des photos qui ont été envoyées juste avant et quelques secondes après. Les deux sœurs sont parties. Les terroristes ne regardent pas la religion, ni le sexe, ni l'âge des gens. Ils tapent dans tout ce qui bouge. Et ce soir-là, ça bougeait beaucoup. C'était une soirée de vie à Paris, comme on en connaît. On en connaissait, parce que là, en ce moment, c'est un peu calme, avec les terrasses fermées. Mais c'est vrai que c'est ça Paris en fait. C'est Paris qui bouge, qui se rassemble le vendredi soir après la semaine de travail. Les amis qui se rassemblent sur les terrasses de café, qui vont à un concert, qui vont voir un match de foot. Ouais. C'est cette France-là qui bouge et qui a été attaquée ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie, mon cher Tarek ? C'est pourquoi vous souhaitiez nous en parler avant qu'on accueille monsieur le maire de l'île Saint-Denis. Voilà. En Tunisie, il y a quelque chose, il y a un déclic peut-être positif qui est en train de se mettre en place. Vous avez dans le sud tunisien une région qui s'appelle El Kamour. Et dans cette région du sud tunisien, la Tunisie exploite donc du pétrole et du gaz à hauteur en gros de 40 à 50% de la petite production tunisienne. Et cette région de Kamour qui est donc à côté de Tataouine, les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, ne regardent jamais ou presque vers Tunis capitale, mais toujours vers Tripoli, parce qu'ils travaillaient avant la chute donc, de Kadhafi en Libye. Donc la Libye est en quelque sorte le coffre-fort financier de cette région où les jeunes vont travailler, ramener de l'argent, construisaient leur vie, se marier, construisaient des maisons, acheter des voitures. Donc c'était des Tunisiens de Libye ou des Tunisiens qui regardent vers la Libye. Et puis avec la chute du régime du président Ben Ali, d'abord, et celle de Kadhafi ensuite, et avec ce qui s'est passé comme guerre en Libye, donc ces jeunes Tunisiens ne pouvaient plus aller gagner leur vie en Libye et sont restés dans la région. En restant dans la région, le gouvernement central tunisien ne s'est pas occupé de la redistribution économique, ce qu'on appelle la justice sociale, mais a continué à puiser donc les 40 à 50% de production pétrolière qu'il exportait pour toute la Tunisie, mais ne faisait pas ce qu'on peut appeler de la redistribution. Et donc, entre 2000 et 2015, 16, il y avait des petites grèves. Et à partir de 2016-2017, il y a eu donc une opération qui s'appelle, en tout cas un groupe qui s'est appelé la coordination des Cameroun, qui a bloqué la production du pétrole tunisien dans cette zone. Et en ayant donc bloqué la production du pétrole dans cette zone, il a amputé l'économie tunisienne de 40% de ses recettes pétrolières. Et le gouvernement central a essayé soi-disant de négocier en 2007. Ils ont passé un accord et cet accord devait donc faire de la redistribution financière pour investir dans les infrastructures de la région et pour embaucher des jeunes dans cette région. Et depuis 2017, rien n'a eu. Il y a eu 3 ou 4 gouvernements de mémoire. Et donc le gouvernement actuel de M. Michichi, quand il est arrivé, il s'est retrouvé avec cette crise dans les bras. Et il a compris que tous les gouvernements ne peuvent pas s'envoyer la balle. Donc, il a envoyé une délégation gouvernementale qui est restée, je crois, 15 jours ou 3 semaines, qui a négocié avec donc, les perturbateurs, les protestataires, les grévistes, appelez-les comme vous voulez,
Et le 6 novembre, le 5 novembre au soir, 6 novembre, ils ont trouvé un accord. Cet accord, en fait, consiste à la volonté d'appliquer l'accord de 2017. En clair, on va verser un pourcentage de l'argent des pétroles qui sort de cette région, cher Christophe, pour améliorer la vie des gens et embaucher donc des milliers de personnes dans ces entreprises. Donc c'est une belle sortie. Cette belle sortie d'ailleurs a fait dire à l'ancien président Monsieur Mebaza, celui qui a remplacé Ben Ali pendant quelques mois en intérim, que si Ben Ali avait eu l'intelligence de pratiquer pareil en 2008 dans la zone des mines qui faisait la même grève, aujourd'hui, il serait toujours au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, les Tunisiens sont contents, sont heureux de cette bonne issue de crise. Et des hommes politiques ont commencé à dire, donc maintenant, comme il y a d'autres régions qui ont les mêmes problèmes, il faut donc négocier une espèce de décentralisation, cher Christophe, une espèce d'autonomie, comme disait tout à l'heure Nadir, pour le Sahara, donc donner les moyens aux régions pour qu'elles vivent et pour que le chômage baisse. Et donc je salue ce qui vient de se passer et j'espère qu'effectivement, ça sera productif pour la Tunisie et les Tunisiens et que les autres régions de Tunisie délaissées, style Kasserine, Gafsa ou d'autres, auront le même sort républicain. Républicain, absolument. Merci mon cher Tarek pour ce petit clin d'œil. Nous accueillons à présent monsieur le maire de l'île Saint-Denis qui est avec nous au téléphone, monsieur Mohamed Gnabali, bonsoir. Ah, alors attendez, bougez pas, je vais faire ça. Bonsoir monsieur le maire. Bonjour. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur votre portail, monsieur le maire? Apparemment, vous avez été victime de tags racistes. Bah écoutez, le mardi matin, je préparais avec mon épouse mes enfants pour aller à l'école. Oui. J'ai mes voisins qui m'ont appelé, qui m'ont interpellé en me disant Monsieur le maire, c'est très grave ce qui se passe, venez voir ce qu'il y a sur votre portail. Je suis donc sorti avec mon épouse pour aller voir et j'ai vu une menace de mort et plusieurs croix gammées sur mon portail. Ma première réaction a été de cacher le portail. J'ai ouvert pour qu'il rentre dans le mur pour pas permettre à mes enfants de voir la chose et qu'on puisse les déposer à l'école. Et ensuite, j'ai appelé la police et la préfecture qui sont venus très rapidement sur place pour constater cet acte. C'était la première fois que vous aviez ce genre de tag, monsieur le maire ? Première fois que j'ai ce genre de tag. Moi, je suis un habitant de l'île Saint-Denis depuis tout petit. C'est une ville de 8000 habitants avec 85 nationalités. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Mais il y avait déjà quelques montées de violence à l'île Saint-Denis. Il y a un petit mois et demi, sur le parking de la ville, au pied de la mairie, l'une de mes collaboratrices a vu sa voiture incendiée par deux jeunes. Mmh. Voilà, et donc du coup, on voit une montée de la violence sur notre commune et notre territoire depuis la campagne municipale qui est inquiétante. D'ailleurs, vous appelez, c'est vous, alors je ne sais pas si c'est vous, mais demain il y a un rassemblement de prévu pour dénoncer justement cette banalisation quelque part du racisme. Totalement, oui, c'est moi qui ai lancé cet appel sous l'impulsion des élus de ma majorité et d'habitants de la commune qui m'ont demandé de marquer le coup et de ne pas laisser le Covid mettre sous silence cet acte grave. Et donc du coup, nous avons décidé de réaliser au parc départemental de l'île Saint-Denis, qui couvre un tiers de la commune, une mobilisation pour faire un appel à la raison et un appel au vivre ensemble et sortir de ces discours de haine, de division et de séparation. C'est demain donc à 14h30, c'est ça ? C'est ça, demain à 14h30 au parc de l'île Saint-Denis, qui est l'un de nos joyaux, un parc Natura 2000, qui est un parc familial et qui a un symbole très fort pour nous et nos 85 nationalités qui profitent de ce parc tout au long de l'année. Et évidemment, on va respecter les règles de distanciation avec le port du masque obligatoire, bien entendu. Monsieur le maire, une petite question également à titre personnel. Votre mandat a été contesté et visiblement un juge a fait annuler votre élection.
Alors oui, totalement. C'est un peu rocambolesque ce qui se passe à l'île Saint-Denis. Nous avons gagné les élections municipales avec un taux de participation de 60% de votants, le plus haut taux quasiment d'Île-de-France et le plus haut taux du département, et avec un écart de plus de 10 points, 10% entre ma liste et celle du requérant. Ouais. Et la principale cause du tribunal, c'est le fait qu'on a distribué des chèques alimentaires avant les élections municipales aux familles dont les enfants n'allaient plus à la cantine. Et donc on a trouvé ça très violent, d'autant plus que cette décision a été votée à l'unanimité au conseil municipal par le requérant lui-même. Ah oui. Et c'est qui comme tribunal, comme juge? Parce que normalement, les élections ressortent du conseil constitutionnel. Non, tribunal administratif. Non, c'est le tribunal administratif de Montreuil pour la contestation dans notre département. Et ensuite, nous avons fait appel, et donc là, nous partons au Conseil d'État pour contester cette décision. Et c'est la seule cause qui fait que le juge a annulé votre élection? Alors, le dossier est en cours, mais grosso modo, la stratégie du requérant, c'est de démultiplier les griefs. Il avait plus d'une dizaine de griefs, du tout et du n'importe quoi pour me... Il vous fait du Trump, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'était pour Christophe. Ouais. Mais il n'y avait pas aussi un problème avec un mot que vous auriez utilisé, le mot ensemble, je sais pas quoi, j'ai compris, là, j'ai cru lire. Alors maintenant, j'évite de l'utiliser parce que vu ce qu'il m'a coûté... Ouais. Mais c'est quoi cette histoire avec ce mot alors? Écoutez, franchement, même moi, j'arrive même pas à l'expliquer tellement c'est... Donc là, au jour d'aujourd'hui, vous avez fait un recours donc au Conseil d'État. Et vous restez toujours pour l'instant maire. Vous restez maire de cette ville pour l'instant. Oui, je suis maire de la ville en plein exercice. Les dossiers avancent. On a un formidable projet à porter. Je suis une ville qui va totalement être transformée avec les Jeux Olympiques et la rénovation de plusieurs quartiers. C'est plus de la moitié de la ville qui va être totalement transformée. Donc c'est pas le boulot qui manque. Et donc ce genre de bêtises et ces actes de haine, je peux m'en passer. Monsieur Gnabali, maire de l'île Saint-Denis, c'est aussi dans votre ville où il y a eu cette fameuse violence policière où ce jeune a été, je crois, balancé dans la Seine, c'est ça, avec des mots racistes, extrêmement racistes envers... C'est bien chez vous, hein, monsieur le maire? Oui, c'est bien chez moi, mais en fait, c'est la police de Villeneuve-la-Garenne, donc des Hauts-de-Seine, et c'était une histoire des Hauts-de-Seine qui s'est signée à l'île Saint-Denis. Il faut savoir que l'île Saint-Denis, on est une île, et on est la frontière entre le 92 et le 93, avec un axe est-ouest très, très utilisé. Et donc, du coup, effectivement, cette histoire, elle s'est finie sur notre île. Ouais, et assez tristement d'ailleurs. Monsieur le maire, en tout cas, merci. On rappelle donc le rendez-vous principal, c'est demain 14h30. Rappelez-nous le lieu à l'île Saint-Denis. Alors, au parc départemental de l'île Saint-Denis, sur le quai de la Marine, merci de venir avec vos masques et de venir avec un état d'esprit de vivre ensemble et d'affirmation de la paix. Et il y a une date, cher Christophe, pour le tribunal, pour le Conseil d'État? Oui, justement, j'allais y venir. Est-ce que vous êtes d'abord confiant? Quelles sont les dates à retenir pour le maintien de votre mandat? Alors, il n'y a pas de date pour le moment. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être plus. Donc, du coup, quand on dépose le Conseil d'État, ça peut prendre du temps. Et je suis en plein exercice, je fais mon boulot jusqu'à là. Et selon la décision, le préfet aura 3 mois pour organiser des élections. Donc autant dire qu'avant mi-2021, il n'y a pas trop de sujets. Et par rapport à ce que je suis confiant ou pas, j'ai envie de dire que j'ai fait mon boulot de maire et je continuerai à le faire. Et je laisse la justice se prononcer sur la sincérité de nos actions et la volonté de faire les choses pour les gens ou pour les élections. Merci monsieur le maire en tout cas et bon courage pour la suite, bon courage. Merci, et malheureusement vous n'êtes pas le seul en Seine-Saint-Denis à avoir été victime de racisme, je pense notamment à monsieur Taïbi, je crois de Stein. Oui, Azim Taïbi, avec qui je travaille très bien et qui est un ami proche et un collègue qui vit la même chose que moi. Sur le territoire. Merci monsieur le maire en tout cas, à très bientôt et bon courage pour la suite, n'hésitez pas à revenir par ici, merci beaucoup.
Alors, on voulait qu'on parle du Marocain, monsieur Farid. Le Marocain qui a fait un hold-up sur la France Insoumise en annonçant, et alors c'est assez surprenant, je dois dire qu'il m'a assez surpris, sa candidature pour 2022, la présidentielle. Mélenchon y va. Il y va en demandant quand même un peu de signature, quand même de soutien. Je crois que c'est un chiffre de 150 000. Il va dans la chaîne capitaliste. Et ma question aujourd'hui un peu provocatrice, mais est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux ? Parce que Mélenchon, c'est pas tout jeune, les amis, quand même. On espérait que du côté de la France Insoumise, on prépare un petit peu la suite et la transition, plutôt que de repartir avec quelqu'un qui a fait son temps, faut le dire clairement, 30 ans au Parti Socialiste, et puis aujourd'hui à la France Insoumise. Moi, la République, la République, oui, c'est bien lui en tout cas. Farid Temsamani, est-ce que finalement on fait du neuf avec du vieux ? Moi, je suis pas de ceux qui veulent absolument jeter ceux qui ont un certain âge. Je crois qu'il a quel âge ? Il a 60, plus de 60 ans, c'est ça ? Oui, il les a bien plus de 60 ans, oui. Mais il n'a pas encore 70. Mais à ma connaissance, il n'a participé à l'élection présidentielle que deux fois, c'est ça ? Et là, c'est la potentielle troisième fois. Ouais. Bon, je pense qu'il a son expérience à apporter. Maintenant, effectivement, tu as complètement raison. C'est pourquoi il se lance maintenant. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui se lance maintenant. Je crois qu'il y a Marine Le Pen qui s'est déjà lancée. Oui. Voilà. Ah, mais c'est pour couper court exactement. leur propre soutien. Et je pense qu'en fait, c'est plus de la cuisine interne qu'autre chose. C'est que on a vu, je crois qu'il y avait... hold-up. Ouais. Ah oui, bien sûr. Je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a Ruffin et Clémentine Autain qui avaient commencé petit à petit à pousser leurs pions pour être des potentiels candidats du mouvement. Ils voulaient une primaire. Et voilà, ils avaient commencé à évoquer la notion de primaire. On sait très bien que la démocratie à l'extrême gauche, c'est quelque chose de très relatif, d'une certaine manière. Allons-y. Et voilà. Après, moi, il y a une chose que au-delà du fait qu'il soit tangérois, comme moi, Mélenchon, la réalité, c'est qu'il y a une chose que j'apprécie chez lui. Et Dieu sait si je partage pas ses idées, c'est que c'est un formidable tribun et c'est quelqu'un avec qui on peut avoir un débat intellectuel. Ouais. Il se perd un peu en ce moment sur l'islamo-gauchisme parce qu'en fait c'est c'est son électorat traditionnel d'une certaine manière. Alors ça tombe bien que tu dises ça parce que hier soir il était l'invité des BFM. Écoutez ce qu'il a dit hier soir sur BFM. Le djihadisme terroriste doit être éradiqué et par conséquent il faut que l'organisation de la sécurité soit faite différemment. 2. Les musulmans de France doivent être respectés. Il y en a assez de les traiter comme des suspects, de les montrer du doigt sans arrêt. C'est insupportable. Je le dis avec force. Et tant pis si ça déplaît à quelques-uns qui aimeraient bien que je les maudisse. Ce ne sera pas le cas. Nous sommes en train de construire la France, Madame Elkrief, parce que la France est 67 millions d'habitants. Quand on a fait la constitution de la Ve République, on était à peine 50 millions, on ne devait même pas y être. Et cette France a été brassée, bousculée, poussée à dia. Et le moment est venu de la rassembler, mais comment ? Pas avec, des propos angéliques et bellants, ou l'inverse, en montrant les gens du doigt, en la politisant. C'est pourquoi je pense que, quand on va passer à la 6e République, quand on va faire une nouvelle constitution, le peuple français va se reconstituer comme peuple un et indivisible. Un et indivisible pour Mélenchon. Bon, Farid, est-ce que ça peut être le candidat de la gauche, du rassemblement de la gauche ? Il semblerait que non, puisqu'à mon avis, il est plus le candidat qui va vouloir détruire une alternative à gauche qu'autre chose. Si j'entends, en tout cas... Il a une carte à jouer, sincèrement, ou pas ? Franchement. Il y a toujours une carte à jouer. Il a fait... Même après cette histoire de la perquisition, ça lui colle à la peau. Mais qui se souvient de cette histoire-là ? Non, on sait pas. Non. Ah oui ? Non, moi je pense que... moi je m'en souviens. Je pense que malheureusement, il est en train de se cornériser, notamment sur des sociétés qui concernent l'ensemble des Français. Pourquoi il parle des musulmans précisément ? Parce qu'en fait, il se rend compte que c'est son seul électorat qui est relativement son socle le plus stable possible. Et pourquoi je dis qu'en fait, il va plus, à mon avis, permettre à d'autres de gagner l'élection et non plus à la gauche, parce qu'en fait, il fait ce qu'on appelle la division de la gauche. Mais on est relativement loin de l'élection présidentielle. Et encore une fois, je dis ça, c'est parce que si j'entends les autres partis politiques qui se sont exprimés sur sa déclaration, j'ai l'impression que ça ne plaît pas forcément. C'est un bon orateur. Et vous l'avez entendu, extraordinaire. Ah, non, extraordinaire. Sauf qu'il est complètement contradictoire. Il a un cours d'histoire à l'Assemblée, je crois, c'est extraordinaire. Non mais on le dit, moi je le dis, c'est un magnifique tribun, c'est quelqu'un qui intellectuellement
peut-être en privé extraordinaire, sauf que là, en fait, quand il fait de la politique médiatique là sur le plateau de TF1, si je dis pas de bêtises, non, c'est BFM. BFM, pardon. En réalité, sa présidentielle, ça a été sur TF1. BFM. En réalité, il fait de la manipulation. Il parle d'angélisme, mais lui, il dit voilà, il faut pas être angélique, mais en fait, lui-même, il en fait d'une certaine manière. Ouais. En fait, bon, c'est assez contradictoire, mais ça peut se comprendre. Hein, c'est du Mélenchon, en fait. C'est du Mélenchon. Juste la petite pichenette. Ouais. Il a quand même glissé sur la faute des Tchétchènes et il a réalisé très vite que c'est un abus de langage comme d'autres ont pour lui, donc l'islamo-gauchisme, parce que c'est pas parce que... Non, c'est plus que ça. Là, c'était du racisme pur. Oui, parce que c'est pas parce qu'un Tchétchène a commis quelque chose qu'on lance la blase, parce que dans sa tête, en fait, il y avait ce jeune Tchétchène, et il y avait ce qui s'est passé à Dijon, et il a été bousculé. Ouais. Et je pense que, comme beaucoup d'autres, quand on rentre en politique dans l'émotion, on perd le contrôle de sa raison. Ah mais moi je suis pas du tout étonné, moi, par contre. Est-ce qu'il peut... Ah non, l'extrême gauche, enfin les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'extrême gauche française, elle a beaucoup de points communs historiquement, pas historiquement pardon, elle a beaucoup de points communs idéologiquement, notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite. En fait, elle a le côté hautain sur les autres et elle croit détenir la vérité. Et c'est sur la notion de nationalisme, par exemple. Historiquement, l'extrême gauche a toujours été... Il suffit de réécouter aujourd'hui les discours de Georges Marchais, par exemple, qui est quand même le leader historique de l'extrême gauche française. Pas l'extrême gauche quand même. Hein. Du Parti communiste en tout cas de l'époque. Et je peux vous dire une chose. C'est lui qui a été... Marine Le Pen aujourd'hui, c'est de la rigolade à côté. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Voilà. Et puis, monsieur Alcabache, c'est terminé pour vous. Ouais. Mais excuse-moi Christophe, juste une chose. Parce qu'une partie de nos auditeurs ont notamment des parents ou des grands-parents qui ont travaillé notamment dans les vagues d'immigration, qui ont travaillé dans les usines françaises. Oui. Et lorsque... Ils étaient tous communistes à l'époque. Et non, je suis pas d'accord. Ils étaient plutôt CGT. Ceux qui travaillaient à l'usine étaient communistes. Mais ils étaient syndicalisés. Ils étaient syndicalisés. Exactement. Voilà. Mais je peux vous dire une chose. Mais l'apport des immigrés dans les usines était quelque chose de très 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 mal vu par les partis politiques d'extrême gauche parce que ça faisait prendre le pain des Français à l'époque. Comme les Italiens. Tarek, sur Mélenchon, avec vu le casting qui se profile à l'horizon, on a bien compris qu'il y aura Macron et il y aura Le Pen. En fait, cher Christophe, pour Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer ? Parce qu'à droite, on est complètement perdu, on ne sait pas ce qui va se passer. Le socialisme, il est mort. La seule carte que nous aurons, et on rigolera, et on note aujourd'hui, on y reviendra dans 1 an et demi, cher Christophe, c'est que tout le monde rêve d'arriver deuxième. Parce que le premier, c'est déjà tracé pour le moment. C'est là qu'ils seront éliminés. Le premier, à qui vous pensez pour le premier ? Madame Le Pen. Ah oui, vous pensez qu'elle, de toute façon, pour elle, c'est bon. Aujourd'hui, au vu de la situation, elle arrive premier. Et donc, tous les autres, en fait, ils essayent d'éliminer les uns les autres. Le Raymond Poulidor de la politique, quoi, en fait. Voilà. Et chacun dit, si je suis face à Le Pen, je suis président. Eh ben oui, c'est clair. Et donc, toute la stratégie, elle est là. Espérons. Ouais, mais attendez, si c'est... Je vais dire une bêtise. Si c'est Dupont-Aignan contre Le Pen... Ah bah non, on quitte ce pays, là, Tarek. Voilà. La radio, on arrête tout. On remarque qu'avec les moyens techniques, on peut s'installer ailleurs. C'est bon. On va au Maroc. On va au Maroc. À Tanger. Vous êtes les bienvenus. On installe le studio et on continuera à faire de l'émission à distance. Vous savez qu'à Tanger, il y a une extraordinaire radio historique. Média, exactement. Je parle de la radio, pas de la télé. Non, bien sûr, Média. Et on parle pas de ceux qui l'ont fait et comment ils l'ont fait. Non, mais bon. Vous savez que chaque radio a sa petite pardon. Alors, vous avez aussi à Tanger, dans le temps, je sais pas s'il est toujours ou pas, le plus grand émetteur américain. Toujours. Il est toujours. Le plus grand émetteur américain qui diffuse sur toute l'Afrique. Ah oui. Exactement, au sud de la ville, sur la route. Je connais. Que les gens... Les Médias qui est d'ailleurs à Paris en DA+. Hein Ah bon Médias. Si, elle est sur Paris, sur le DAB. Pourquoi Média est connu pour nos auditeurs, c'est qu'en Afrique, il y a très... En fait, c'est l'équivalent ou c'est le contraire de RFI. Disons que c'est RFI du Maroc avec la vision marocaine du monde. Oui, comme RFI, la vision française. Elle n'a pas toujours une vision purement marocaine, parce que Média, c'est quelque chose de il est 47. Elle est plutôt quand même marocaine. À 47, il est 47, les enfants. Alors, j'aimerais un mot sur le Karabakh, s'il vous plaît. J'adorais quand il y a des conflits. Par exemple, là, je vais me mettre à les réécouter. J'écoute Radio Alger, chaîne internationale.
un journal, et après j'écoute Mehdi 1, et j'ai en fait, quand je coupe en deux, j'ai la vraie réponse. Vous avez compris que moi j'étais chauvin et que Mehdi 1 était tangérois, donc du coup, c'est pour ça Tarek que... Farid, s'il vous plaît, en amont, parce qu'il y a la belle histoire qui arrive et la pub aussi, le temps presse. On l'a oublié, je l'ai pas salué quand je suis arrivé. Bah oui, mais vous inquiétez pas, il vous a entendu. Il a été tout tweet tout au long de cette émission. Je pense qu'il nous a fait une chronique comme il sait bien les faire. Chaque choqué. Il a de quoi faire là, bon. ce soir. Alors, juste en un mot. Un mot, l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, Arménie, accord signé. Accord signé. Alors, favorable à qui? Alors, c'est le feu signé, pas accord. Attention. Non, c'est un accord de cessez-le-feu. Oui. Ce n'est pas un accord de paix. Si vous voulez la précision. Il y aura pas le cessez-feu. Alors, j'ai fait un tweet tout à l'heure parce que cette question m'a pris pendant quelques semaines pour que je comprenne. Et le résumé du tweet, comme dirait Charlie Hebdo, tout ça pour ça, des milliers de morts depuis 30 ans. Pour revenir à la situation de 1990, puisque l'Azerbaïdjan récupère la totalité des territoires occupés par l'Arménie, territoire, à tort ou à raison, reconnu par l'ONU comme territoire azerbaïdjanais. Donc, c'est tous ces morts qui sont partis. Alors, les deux seuls points positifs, et j'en suis vraiment heureux dans cette histoire, cher Farid, c'est que Poutine a obligé les Arméniens à ouvrir une autoroute entre les deux parties de l'Azerbaïdjan. Or, les gens, ils vont s'arrêter sur l'autoroute, ils vont prendre un café chez les Arméniens, donc une espèce de relation qui va se construire. Vous allez voir. Et de l'autre côté, il a imposé donc à l'Azerbaïdjan, Azéris, anciens Tatars. Dans l'histoire, on les appelait Tatars. Azéris, c'est nouveau. À faire aussi construire une route qui va relier l'Arménie à la capitale donc de Haut-Karabakh. Donc, il y a peut-être ces deux points-là qui peut-être... Ça tiendra ou pas? Ça tiendra cet accord? Non, pareil, ça tiendra? Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais il y aura un autre conflit. Oui, on va dire tiendra pour les 10 ans qui viennent, voilà, pour les 30 ans qui viennent. Alors, il y a M. Erdogan qui a beaucoup fait, qui a beaucoup aidé. Il n'a pas fait. Mais qui a essayé... Bon, il a donné les drones, il a donné plein de choses. Oui. Qui a essayé hier de tout tirer vers lui. Sauf que Poutine lui a dit rien du tout. Il y aura un bureau... En fait, contrairement à ce que les gens pensent, contrairement à ce que les gens écrivent parfois, Poutine et l'Arménie, faut pas oublier une chose, les relations religieuses. Oui, non, mais elle est plus forte. Les Azéris, ce sont des turcophones. Globalement. Et musulmans chiites. Alors, c'est pour ça qu'il y a une grosse différence avec la Turquie, c'est qu'eux sont chiites, laïcs. Oui, tout à fait. Et pas du tout, et pas du tout pour la faire très court, et pas du tout sunnites à la turque en tout cas. Excusez-moi, mais la laïcité me rappelle à l'ordre, la pub, les enfants, et dans un instant, la belle histoire, on aura la vente. En tout cas, c'est bien que la paix arrive pour les peuples. On salue au moins ça. Oui, les peuples. Bon, il y a au moins ça à saluer, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. La belle histoire, c'est l'heure pour toi de nous signifier ta chronique de fin d'émission. Il est 56, donc voilà. Je te laisse évidemment nous présenter le titre de cette chronique qui s'appelle L'attentat contre notre pudeur. C'est ça, attentat contre notre pudeur, chère la belle histoire. Attentat à notre pudeur. Attentat à notre pudeur, pardon. Il y a 5 ans, en milieu de la soirée, Paris se meurt de terroristes sans cœur, reprochant nos mœurs et imposant la terreur, la peur. En plein cœur de la capitale, 134 âmes vont tomber et 413 personnes resteront blessées à vie et à vif. Ce jour-là, des terroristes d'une ignominie sans nom ont commis un forfait illimité de balles meurtrières, constituant une meurtrissure très marquante dans notre histoire récente. Ce jour-là a été commis un attentat à notre pudeur. Notre pudeur, c'est l'idée farouche d'un pays de liberté, châtié par des fanatiques diaboliques ayant entre autres fusillé la fureur de vivre des spectateurs du Bataclan. À jamais, ces monstres seront du clan des bâtards. Le petit Cambodge, à proximité du Stade de France, le Bataclan sont devenus des souvenirs douloureux, mais nous rassemblent ensemble dans une communion nationale sincère pour les uns, insincère pour les autres, tant les politiques nourrissent la division créée par les terroristes eux-mêmes. Nous vivons dans une république sans foi ni loi. La loi devant faire foi restant à appliquer, la foi absente des assaillants qui verra répondre par la loi du jugement dernier. Depuis, Français de confession musulmane subissent un attentat intérieur à notre pudeur de rigueur. Notre pudeur, c'est de prier entre frères et sœurs et rejeter l'abject en dehors des valeurs islamiques. 5 ans plus tard, rien n'est réglé, rien n'est régulier que les attentats à l'honneur d'élus
avec des agressions racistes et de haine à l'égard du maire de l'île Saint-Denis, par exemple, M. Mohamed Ngabali. De plus, le sort s'acharne quand un juge prend ce dernier pour un Donald Trump français en annullant son élection. Pas grave, il avance, fait preuve de pudeur démocratique et au fond, cela fait l'honneur d'un élu républicain travailler pour l'intérêt de ses administrés. 5 ans plus tard, les Français, par un Covid meurtrier, perdent leur pudeur que l'on appelle la dignité. Quand petites et moyennes entreprises sont écrasées par les grandes entreprises communes censées les représenter, l'État français. C'est un attentat à la pudeur du peuple français. En attendant, Père Castex, raconte-nous une histoire. Aux États-Unis, il n'y a pas d'attentat à la pudeur politique. Joe Biden est très prude. Trump est strauss-kahnien à la sauce Miss America, donc loin d'être pudique. Ah, le Maghreb United, laisse tomber. Marocains, Algériens, Tunisiens, cela peut vite, mais cela peut être aussi quelque chose de très chaleureux. C'est une forme d'attentat aux pudeurs de gazelle. Mais attention, le président du CSA veille et peut couper votre micro, monsieur Mami. N'oublions pas que Roch-Olivier Mestre est le président de l'institution, donc du CSA, qu'il est né à Meknes, au Maroc. Souvenez-vous-en. Pour conclure, je m'en vais retrouver la pudeur légendaire de mes écrits, car mon visage est le vôtre en humilité et en humanité. Je vous souhaite pudiquement belle soirée et à la semaine prochaine. Merci, la belle histoire, magnifique, bravo pour cette très belle chronique résumant un petit peu cette émission riche. On a abordé tous les sujets. Quoi ? Très sobre aujourd'hui. Oui, très sobre, la belle histoire, absolument. Merci beaucoup, la belle histoire. Bonne semaine, merci beaucoup.